Nous sommes ensemble sur LCI ce soir pour une très riche soirée d'actualité. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et avant d'aller en Ukraine, en Iran et également au Groenland, parce que nous avons un envoyé spécial en direct au Groenland, eh bien nous allons commencer par un petit peu de politique française. Mesdames, messieurs, bonsoir. Après le dépôt de 2 motions de censure cet après-midi du Rassemblement national et de LFI pour dénoncer la signature programmée de l'accord commercial avec le Mercosur, eh bien le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez de préparer d'éventuelles élections législatives qui pourraient se dérouler en même temps que les prochaines municipales, c'est-à-dire le 15 et le 22 mars prochain en cas de dissolution. C'est une information TF1 LCI. Je vous présente notre plateau de ce soir. Mathieu Desmoulins, bonsoir Mathieu. Bonsoir, vous êtes journaliste politique TF1 LCI. Merci d'être avec nous ce soir. On vous a rapporté ces propos. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Jad Zab, bonsoir. Bonsoir Anne. Vous êtes secrétaire national de Renaissance. Et nous avons également Arthur Delaporte. Arthur Delaporte, bonsoir. Vous êtes député du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. Merci de vous être joint à nous ce soir. Mathieu, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a cette déclaration du Premier ministre Lecornu ? Il semble être passablement agacé par ces attitudes des uns et des autres, qu'il a qualifiées, je cite, de posture cynique partisane. Les faits d'abord, il y a eu une réunion ces dernières heures entre Emmanuel Macron et le Premier ministre Sébastien Lecornu pour évoquer justement ce qui est le coup de pression des oppositions amplifié par cette crise agricole ces dernières heures, à savoir le dépôt de 2 motions de censure qui seront débattues à l'Assemblée nationale mardi, la semaine prochaine. Oui. Et donc, le chef de l'État et le Premier ministre ont débattu de l'hypothèse d'une nouvelle dissolution. Cela faisait déjà plusieurs mois que Sébastien Lecornu, à huis clos, à tous ses interlocuteurs, disait « Si je tombe, c'est la dissolution dans la foulée, vous pouvez en être certain ». Il remet cette menace sur la table et il va même encore plus loin, et c'est là qu'on en vient à la stratégie, en disant non seulement vous aurez une dissolution, ce qu'un certain nombre de partis, le Parti socialiste, je vois Arthur Delaporte dans l'écran, mais aussi les écologistes ou les communistes ne veulent pas, vous aurez donc une dissolution, mais en plus elle sera le même jour que les élections municipales, ce qui laisse craindre à un certain nombre de maires, si cela se produisait, qu'il y ait une nationalisation de la campagne, une nationalisation de l'élection qui d'habitude se joue sur des enjeux locaux, et ce qui desservirait un certain nombre de partis. Oui, merci pour ces explications, parce que je dois dire que c'était effectivement très stratégique. Donc Jad Zab, vous représentez Renaissance. Est-ce que Sébastien Lecornu, qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Pourquoi est-il à ce point agacé ? Écoutez, si vous voulez, moi je suis pas là pour commenter la stratégie de Monsieur Lecornu. En revanche, moi j'aimerais bien vous la commenter. Mais je vais vous répondre, Charles, vous me connaissez. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas encore été adopté. Nous n'avons pas de budget pour 2026. Chacun connaît les conditions dans lesquelles on a un budget pour le mois de janvier. C'est la loi spéciale. Et revoilà la motion de censure aiguë de la France Insoumise et du Rassemblement national qui n'ont qu'une chose à la tête, c'est la déstabilisation des institutions et le retour aux urnes. Le point de départ, c'est quand même celui-ci. On comprend la colère agricole. Évidemment, il faut lui apporter des réponses. Nous l'avons fait. Il faut aller plus loin. Mais je vous donne un exemple. La ministre de l'Agriculture a annoncé 300 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du budget. Si la motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe, pas de 300 millions d'euros pour les agriculteurs. En quoi cette motion de censure de LFI et du RN répond aux attentes des agriculteurs ? Elle n'y répond pas. Elle répond à un agenda politicien centré sur les enjeux de ces partis. Et donc, il me semble que Sébastien Lecornu, si vous voulez, ne fait que redire ce qu'il a déjà dit. Il avait dit à l'automne dernier, s'il y a une motion de censure, ça équivaudra à une motion de dissolution. Donc, si vous voulez, rien de nouveau. Moi, ce qui me marque, c'est qu'on sort des fêtes. Les gens en ont marre de ces débats sur le budget parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder. Et revoilà la motion de censure de LFI et du Rassemblement national. Et évidemment, nous, c'est pas du tout ce qu'on défend. Et je trouve que c'est assez irresponsable en ce début de mois de janvier. Alors, Arthur Delaporte, vous êtes donc député du PS au Calvados et vous êtes le porte-parole, un des porte-parole du Parti socialiste. Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit sur le plateau ? On est bien en courant que Sébastien Lecornu ne sera pas renversé la semaine prochaine parce que justement, les socialistes et les républicains ne se joignent pas du tout à ces 2 motions de censure. Donc, elles ne devraient pas être votées, mais est-ce que symboliquement, c'est fort ?
Écoutez, ce que je dis, moi, c'est que cette tentative de détourner le débat de la part du Premier ministre est pas très maligne. Enfin, franchement, on sait déjà depuis le début que s'il y a un risque de censure, il y a un risque de retour aux urnes. Mais ce risque, il existe que ce soit sur le Mercosur comme sur la question budgétaire. Et moi, c'est plutôt ça qui me préoccupe, c'est de savoir comment est-ce qu'on donne un budget sur le pays. Parce que si vous me dites, est-ce que vous censurez le gouvernement sur sa politique sur le Mercosur, moi, il me semble que le président de la République a voté contre le Mercosur à Bruxelles. Donc j'ai du mal à voir en fait comment une position d'un autre gouvernement aurait pu être différente. Et donc si on censure sur ce sujet Mercosur, on va pas créer une crise politique alors même que la France a décidé de ne pas voter ce traité, et en prenant aussi le pari de s'isoler sur la scène européenne. Donc c'est pas anecdotique. En revanche, si Sébastien Lecornu n'arrive pas à aller au bout du budget, là il y a un risque de censure et donc potentiellement un risque de retour aux urnes. Mais ça, c'est la responsabilité de Sébastien Lecornu. Mais alors, est-ce que donc effectivement vous avez raison. Comment on peut reprocher finalement au gouvernement d'avoir dit non à un accord que l'on combat? Donc ça c'est une question. Mais vous avez commencé par dire que vous trouviez que c'était assez malin de la part de Sébastien Lecornu. Maladroit. Peut-être que c'est pas bien passé avec le son, mais en fait ça. D'accord, c'est plus clair. Donc vous trouvez que c'est absolument maladroit. Oui, ça crée une polémique artificielle inutile sur le week-end. Finalement, c'est rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Oui, il est évident que si le gouvernement tombe, il y a un risque de censure. Mais ça, on le sait déjà depuis 6 mois. Donc, c'est juste un moyen de remettre une pièce dans une machine médiatique qui s'emballe très rapidement et pour essayer peut-être de détourner le débat. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, au-delà de la question du Mercosur qui m'inquiète, et là, il faut que le gouvernement aille jusqu'à saisir potentiellement la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a encore des choses à faire, même si le vote est passé. Mais au-delà de ce sujet-là, de la question agricole, c'est comment est-ce qu'on donne un budget au pays. Et ça, c'est les prochaines semaines qui nous le diront. Et ça, c'est la responsabilité de Sébastien Lecornu s'il veut éviter les élections. Mathieu Desmoulins, le Premier ministre, on peut se dire quand même qu'il est à la merci du moindre accident, entre guillemets, c'est-à-dire presque comme l'étaient Michel Barnier et François Bayrou avant lui. Comment ça réagit du côté justement de LFI et du Rassemblement national? Sébastien Lecornu a toujours été conscient de sa fragilité. Il faut lui reconnaître ça. Il a même parfois essayer de la surjouer en répétant régulièrement qu'il était le Premier ministre avec le moins de pouvoir, qu'il était sur un siège éjectable et qu'il en avait conscience de manière à moins attirer les coups de la part des oppositions. Et oui, mais ça marche pas. Mais il va quand même prendre des coups. La crainte du côté de l'exécutif qui était partagée ces derniers jours, au sein des cabinets ministériels, au sein même de l'entourage rapproché de Sébastien Lecornu, c'était une forme d'agrégation des colères et des problèmes. Que la colère des agriculteurs qui trouvent une caisse de résonance dans la classe politique et que les difficulté gouvernementale à trouver un accord sur le budget ou à minima un accord de non-censure se cumulent et que cela aboutisse par une censure. En faisant ça, en rebrandissant cette menace, Sébastien Lecornu, qui connaît par cœur la chose militaire, reprend, pour reprendre l'expression d'un ministre, une forme de dissuasion nucléaire. C'est si vous me faites dissuasion sauter, nucléaire, oui. Vous sautez avec rien moi. Que ça. Finalement, c'est ça, c'est de la stratégie politique, de la stratégie militaire pour essayer de redissocier les deux enjeux. Oui, politique, politicienne, on pourrait dire quand même. Jadab, vous n'êtes sans doute pas d'accord avec cela, mais pourquoi le Premier ministre se met-il à agiter, une fois de plus, le spectre d'une dissolution? Alors, sauf erreur de ma part, le Premier ministre n'a pas la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 12 de la Constitution dispose bien que c'est la prérogative du président. Non, mais ça, on le sait. C'est le droit, le droit de l'utiliser comme il le souhaite. On a quand même bien entendu ce qu'il a dit. Il a demandé vraisemblablement au Premier ministre d'organiser les conditions de la tenue de ces élections. Oui. Si vous voulez, moi, ce qui me choque, et j'emploie ce mot à dessein, c'est que nous sortons à peine des fêtes. Vous avez des agriculteurs qui se plaignent de difficultés. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des 300 millions d'euros pour les agriculteurs. En quoi le dépôt d'une motion de censure, qu'elle soit adoptée ou non, au projet de loi de finances ou au Mercosur, règle le problème?
elle ne règle aucunement le problème. Donc si vous voulez, et je présente mes excuses par avance aux téléspectateurs, nous sommes de retour dans l'éternel un jour sans fin que nous vivons depuis que l'Assemblée nationale est ce qu'elle est, c'est-à-dire tous les partis qui pensaient eux-mêmes avant de penser au pays. Et donc moi, j'ai la naïveté et la faiblesse de croire que nous, chez Renaissance, nous n'avons jamais été une force de blocage. Nous avons des convictions, chacun en a, Monsieur Delaporte aussi, mais dans le budget, nous n'avons jamais mis de ligne rouge, et donc nous ne serons pas des lignes, des sources de blocage, et donc nous sommes prêts à la discussion. Mais Monsieur Delaporte, que je vois hocher de la tête, a été aussi, le Parti socialiste a été un partenaire de discussion. Heureusement qu'il y a encore des républicains dans ce pays qui, malgré des désaccords, sont capables de se parler. Ce que disent le RN et LFI, c'est on ne veut pas se parler. Heureusement qu'il y a des gens avec qui on peut encore parler. Enfin, je le souhaite. Arthur Delaporte, est-ce que justement ce sujet vient perturber ce soir la recherche importante, capitale, vous l'avez déjà dit, de compromis budgétaires pour la France? C'est pour ça que moi je regrette en fait cette à la fois le dépôt de la motion de censure, il est libre, hein, enfin je veux dire on va pas renouveler ça, et je suis pas sûr que ça change grand chose, parce que ceux qui déposent une motion de censure avaient déjà annoncé de toute façon que ils étaient prêts à censurer à tout moment le gouvernement. Donc c'est juste une manière de réexister peut-être dans la scène politique. Mais moi je dis aujourd'hui en effet, ce qui compte c'est de savoir si le gouvernement est prêt à faire des compromis. Là j'ai Monsieur Zéab qui me dit oui on est prêt, on est ouvert au dialogue, on n'a pas de ligne rouge, etc. Moi je dis attendez, depuis septembre nous on dit il faut des efforts sur la justice fiscale des plus grandes fortunes, on attend toujours ce que peut faire le groupe Renaissance là-dessus, on attend toujours ce que peut faire le parti Renaissance, parce que il y a quand même à un moment une impression de circuler, il n'y a rien à voir, et donc le surplace budgétaire qu'on est en train de vivre, et ce fameux jour sans fin que vous dénoncez, il est aussi lié d'une certaine manière à l'intransigeance d'une partie des troupes du soutien du président. Donc voilà, moi je le dis, si on n'arrive pas à s'en sortir, et si Sébastien Lecornu tombe, ça sera là-dessus et probablement pas sur la question du Mercosur. Donc voilà, arrêtons de détourner le débat et de perdre peut-être un peu de temps là-dessus. Mathieu Desmoulins, et votre réponse, Jadzab? Arthur Delaporte, simplement une question, parce que vous entendez comme nous poindre ce soir cette musique alimentée notamment du côté des Insoumis, que vous ne voterez pas la semaine prochaine cette motion de censure parce que vous avez peur du retour aux urnes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je leur dis, je n'ai absolument pas peur du retour aux urnes, mais si c'est un retour qui est justifié et qui permet de changer la situation. Si d'aventure le gouvernement ne changeait pas de position, peut-être que la dissolution serait une issue. Mais pour le coup, si jamais il y a un budget, que ce budget n'est pas inacceptable pour nous, c'est-à-dire s'il permet de ne pas empirer la situation des Français et finalement de ne pas casser les services publics, bon, là on verra, mais en l'occurrence, moi, j'ai absolument pas peur d'une censure. Ce que je dis en revanche, c'est que censurer pour censurer, emmener à la dissolution pour juste la dissolution, et derrière se retrouver avec une situation politique, une Assemblée nationale qui sera pas foncièrement différente, ou en tout cas pas forcément moins tripolaire qu'elle ne l'est aujourd'hui, ne réglera pas la situation. Voilà, ça c'est très clair. Aujourd'hui, la situation politique ne sera pas réglée par l'issue d'élections législatives qui verraient de toute façon une fragmentation des voix et donc une fragmentation de nouveau du paysage politique. Donc l'enjeu, est-ce que le chemin qu'on a essayé de dresser, c'est un risque que nous avons pris, mais c'est de dire que oui, nous sommes dans l'opposition, oui, nous nous opposons à ce budget, mais à un moment, si le gouvernement fait des concessions, alors dans ce cas-là, l'idée c'est d'aller jusqu'en 2027 et d'avoir le débat présidentiel qui permettra de trancher finalement les choses, et je l'espère derrière d'emmener une autre majorité pour le pays. Merci Arthur Delaporte. Jadzab, cette fragmentation, en quelques mots. En 10 secondes, nous pouvez pas nier la fragmentation de la société française. Bien sûr, mais l'Assemblée nationale, elle n'a jamais été aussi représentative de la société. C'est ça, elle est représentative, mais elle est fragmentée. Exactement, mais comme la société, donc nous, encore une fois, on a conscience du fait qu'on n'a pas gagné, on a conscience du fait qu'on n'a pas de majorité absolue, on a conscience du fait qu'on n'a pas même une majorité relative, donc on est prêt à parler sur la réforme des retraites. Évidemment qu'on n'a pas changé d'avis, on la défendait toujours, mais on s'est abstenu. Donc je veux pas être beaucoup plus long. J'ai l'impression, encore une fois, qu'on repart sur le même cycle depuis des mois et des mois. Les Français ont besoin d'autre chose, donc mettons de côté les motions de censure, travaillons sur le fond et parlons des sujets qui intéressent vraiment les Françaises et les Français. Bon, merci à vous trois. Évidemment, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut travailler et trouver des compromis. Ce sera le mot de la fin, bien sûr temporaire, parce qu'on reprendra cette conversation sur LCI, bien sûr. À tout de suite. Dans quelques instants, nous revenons sur la politique, sur l'international, la politique internationale, les politiques internationales, les situations en Iran, en Ukraine et également au Groenland. Restez avec nous, à tout de suite.
Bonsoir ou rebonsoir, vous êtes bien sur LCI. Nous traitons des questions internationales. Ce soir, l'actualité chaude, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même en Iran, avec des manifestations, et pas seulement dans la ville de Téhéran. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Sophia Amara. Bonsoir Sophia, vous êtes avec nous, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, et on est ravis de vous avoir ce soir. À vos côtés, Christian Macarian. Christian, bonsoir. Vous êtes éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Et avec nous, de temps en temps, Lucas Manger, grand reporter. Je ne vous présente plus, vous êtes avec nous souvent et pour le plus grand plaisir des téléspectatrices et téléspectateurs. Quant à Michel Goya, là, je ne sais que dire. Les bras m'en tombent, je n'ai plus de commentaires à faire. Michel Goya, consultant militaire, spécialiste LCI, colonel Goya. Ce soir, nous sommes au 13e jour d'un mouvement de contestation qui défie le pouvoir en Iran, où la situation se tend. Elle se tend à Téhéran, elle se tend également à Mashhad ce soir. Donc Mashhad, qui est une grande ville de l'est du pays, de laquelle nous recevons des images qui ont eu lieu il y a quelques instants. Ce mouvement qui avait commencé le 28 décembre dernier à Téhéran, justement dans la capitale, et qui a essaimé dans une cinquantaine de villes de l'Iran, surtout d'ailleurs dans l'ouest du pays, l'ouest qui est frontalier de l'Irak. Mais là, nous parlons d'une grande ville de l'est de l'Iran. Ce qui est en train peut-être de tout changer. Ce mouvement touche à peu près 25 provinces sur 31. Et pour la première fois, les villes, justement, ont connu une mobilisation massive. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le guide suprême Ali Khamenei est sorti de son silence ce matin. Et aujourd'hui, à la télévision officielle, il a considéré que l'arrogant dirigeant des États-Unis serait renversé. On l'écoute. Hier soir, à Téhéran et dans d'autres villes, une bande de vandales s'est présentée et a détruit des bâtiments appartenant à leur propre pays, juste pour faire plaisir au président américain. Que Trump dirige son propre pays, s'il en est capable. Dans son propre pays, toutes sortes d'incidents se produisent. Le guide suprême, Sophia Amara, a 86 ans. Il est depuis 3 décennies au pouvoir. Mashhad, c'est sa ville. Est-ce que le fait que ce soit en train d'essaimer maintenant côté Est et que cela touche maintenant des grandes villes, des grandes zones urbaines du pays, est un signe du fait que cela va durer et que ça va s'intensifier? C'est non seulement sa ville, mais c'est une ville sainte. Et, oui, et le fait qu'il y ait des manifestations, on a pu aujourd'hui, ce soir même, obtenir quelques vidéos, et même avec des envois par localisation, parce que l'Internet a été coupé, mais cependant, des activistes, des manifestants, pour prouver qu'ils étaient bien sur place, ont envoyé des vidéos et des localisations pour qu'on soit sûr que ça se passe bien ce soir et à cet endroit. Donc effectivement, Mashhad, symboliquement, c'est très fort. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'on a vu les dernières 24 heures, parfois, et là, dans les petites villes, des policiers applaudir les manifestants. Aha. Et ça, c'est très nouveau. Tout à fait. Ça ne s'est pas passé dans les grandes villes, qui certes sont évidemment le poumon, en tout cas Téhéran et Mashhad pour le côté sacré ou religieux, mais dans certaines petites localités, des policiers qui étaient en faction sur les toits, justement pour mater ce mouvement de rébellion, eh bien, ont simplement applaudi, n'ont pas utilisé leur... Vous avez vu ces images, Sophia Amara, tout à fait. vous ont été envoyées depuis l'Iran? Oui, tout à fait. Alors que, comme vous l'avez dit, effectivement, tout l'Internet est bloqué? Oui, tout à fait, tout à fait. Et les images, par contre, elles datent d'hier, celles de ces policiers en faction sur un toit et n'utilisant pas leur fusil à plomb et au contraire applaudissant les manifestants. Oui, Lucas Manger, vous insistez sur le fait que cette ville sainte, Mashhad, est la ville d'origine du guide suprême. Il est né là, c'est un symbole très important. Évidemment, les manifestations s'étendent dans tout le pays, mais le fait qu'elles touchent, on a vu une forme de colère de la part d'Ali Khamenei. On sent que le régime a peur. Alors, ça veut absolument rien prédire du succès ou non. Et il faut être extrêmement prudent parce que le système répressif en Iran... Le mouvement est en cours. Pour le moment, il grandit. Mais ce qui prouve que le régime commence vraiment à avoir peur, c'est le fait que, vous l'avez dit, Internet est coupé, les communications sont coupées, les avions sont coupés, il n'y a plus de communication aérienne, enfin de liaison aérienne, vers ou à partir de l'Iran. Il y a 2 objectifs à ça. D'une part,
éviter qu'on voit ce genre d'images sur des télévisions étrangères. C'est raté. Mais c'est raté, certaines passent. Et aujourd'hui, on peut pas tout bloquer. Et éviter on peut pas tout bloquer, mais éviter aussi que les manifestants se coordonnent. Hein. C'est-à-dire l'idée, c'est aussi ça. Mais ce qu'il faut bien dire, et vous avez raison, Sophia, que des policiers commence à applaudir, c'est très symbolique, mais attention, encore une fois, pardon d'être extrêmement prudent, il y a une énorme différence en Iran entre, d'une part, l'armée et la police, qui sont des corps qui ont été plutôt méprisés par le régime, et les gardiens de la révolution, qui sont extrêmement fidèles non seulement à l'ayatollah, mais aux différents cercles qui sont autour de lui, qui pour l'instant, de ce qu'on sait ce soir, ne bougent pas et restent complètement fidèles à la révolution, enfin à la révolution islamique et donc au guide. Donc pour l'instant, le régime ne vacille pas. Ça ne veut pas dire que ça ne vacillera pas, mais on peut rien prédire encore à l'heure qu'il est. Les bazaris, justement, Christian Bacarian, ces commerçants du bazar à travers lesquels tout a commencé dimanche dernier, ils ont souvent fait alliance avec le clergé en Iran. Justement, ils ont aidé la révolution islamique en 1979 en finançant les rebelles. Ils sont en quelque sorte les faiseurs de rois. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont débuté ce mouvement. Alors, ils sont en même temps les plus loyaux et aujourd'hui, ils sont mécontents. Alors, c'est une strate conservatrice, parce qu'évidemment, le commerce a horreur du changement, du trouble, voilà, et donc ils aiment l'ordre. De l'instabilité, oui. Voilà, de l'instabilité. Ils aiment l'ordre et à ce titre, ils ont toujours défendu le régime. En outre, il y a des racines religieuses très profondes à l'intérieur de cette population bazari. Mais ce qui est intéressant, et je rejoins complètement Lucas sur le fait qu'il ne faut pas tirer de conclusions, vraiment pas, mais ce qui est intéressant, c'est de constater à ce stade ce qui est réellement inédit. Ce qui est inédit, c'est que jamais l'Iran n'a été isolé depuis 1979 et la fondation de la République islamique. Oui. Sur le plan international, il a perdu tous ses proxys, quasiment. Donc c'est un affaiblissement total de l'Iran, et notamment depuis la guerre de juin dernier. Absolument. Deuxièmement, il a reçu des défaites militaires cinglantes, notamment en juin dernier, comme vous le rappelez, de Trump mais les frappes israéliennes aussi, et le fait que les frappes qui étaient envoyées d'Iran sur Israël n'ont pas été très efficaces du tout. Donc, or, une partie considérable de l'arsenal iranien, de l'arsenal de missiles, a été utilisée à cette occasion. Oui. Donc, oui. l'Iran, et ça c'est la deuxième singularité, la troisième singularité, c'est que le régime a peur. Mais ça, c'est clair et net. Quand Pezeshkian, le président de la République, qui est donc espèce de numéro 2 du régime après le guide suprême, accuse les propres... Vous n'avez pas l'air de beaucoup le considérer, enfin de considérer son importance, je veux dire, par rapport au guide suprême. Celui qui tient toutes les ficelles, c'est le guide suprême. C'est le guide suprême, avec la main droite posée sur la masse considérable des pasdaran, des gardiens de la Révolution, qui non seulement disposent de la force, d'équipements, qui eux sont bien nourris, chauffés et logés, mais ils disposent aussi de technologies qui leur permettent vraiment d'appréhender le moindre trouble au sein de la population. Donc il y a des éléments inédits qui sont vraiment frappants. Et puis pour finir, ce mouvement n'a rien à voir dans sa structuration, dans son absence de structuration même, avec celui de 2009 contre Ahmadinejad et ses manœuvres électorales, ses fraudes électorales. Rien à voir non plus avec les événements de 2018-2019 qui étaient une colère contre la hausse brutale des prix de l'essence. Rien à voir avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. C'est singulier et je dis juste... Oui, mais ne serait-ce que cette liste que vous venez de dresser, Christian Bacarian, elle prouve que la société iranienne vit, qu'elle est active et que justement elle conteste. Elle s'exprime comme elle peut. Il lui arrive de s'exprimer clairement. Comme elle peut. Alors, le seul défaut de tout, le correctif à tout ce que je viens d'additionner, c'est qu'évidemment, tout cela n'est pas structuré. Il n'y a pas d'opposition construite, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader pour l'instant. Et puis, encore une fois, les pasdaran ne sont pas sortis de leur casernement. Et c'est une sacrée réserve. C'est le pilier du régime. Michel Goya, le guide suprême, tout à l'heure, a fustigé dans son allocution, je le cite, les mains tachées du sang d'Iraniens. Il parlait des mains de Donald Trump. Sans doute une allusion à cette fameuse guerre de 12 jours, justement, de juin dernier, on vient de l'évoquer. Là, il y a eu 15 morts, nous disent les autorités iraniennes, parmi les forces de l'ordre.
en ce moment, depuis que ça a commencé, et il y aurait 45 morts parmi les manifestants. Ça, c'est une ONG norvégienne spécialisée sur l'Iran, sur les droits de l'homme en Iran, qui le dit, qui l'affirme, dont 8 enfants et à peu près 2000 personnes emprisonnées. Oui, mais si vous voulez, alors moi je suis pas un spécialiste de l'Iran, mais bon, je connais un petit peu, en bon historien, je connais un petit peu les mouvements révolutionnaires. On est clairement dans une période où le critère fondamentalement de la réussite, c'est la masse critique. Voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour faire basculer complètement la situation. Pour l'instant, en termes de masse humaine, d'après ce que l'on sait, c'est pas forcément, on n'a pas les mêmes quantités de foule qu'en 2009, par exemple. En revanche, la vraie nouveauté, c'est que c'est très étendu géographiquement. Oui. Il y a des zones entières qui sont en train peut-être de basculer, dont il faut quand même pas oublier, et socialement, et il faut pas oublier non plus qu'il y a un certain nombre de zones, Baloutchistan en particulier, Turkistan, le Kurdistan, pardon, qui ont des volontés indépendantistes, où il y a déjà des groupes armés aussi qui sont présents. Et puis le deuxième critère, c'est l'attitude des forces de sécurité. Si à partir du moment où ça commence à se désagréger un petit peu, là, la conjonction des deux, masse critique, désagrégation des forces de sécurité, après ça peut aller soit très vite, un effondrement, soit basculer dans un scénario syrien où là ça bascule dans la crise. Et là on ne sait pas très bien à ce moment où on allait. J'oubliais la troisième hypothèse qui est aussi très, très probable, c'est que le régime sauve encore une fois sa peau et écrase la rébellion. On le saura sans doute dans les jours à venir. Il y aura certainement une phase de durcissement de la part du régime, et c'est là que vraiment on saura peut-être dans quelle direction on va. En bon gendarme du monde que Donald Trump prétend ne plus être, mais qu'il est quand même, évidemment, il a réagi. Il parle d'ailleurs relativement souvent de l'Iran. Et là, il a réagi pas plus tard qu'il y a quelques instants, quand il était en train de recevoir des représentants des sociétés pétrolières américaines pour ce qui se passe au Venezuela. On en parlera plus tard d'ailleurs dans la soirée. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit que l'Iran a de gros problèmes. So Iran's in big trouble. Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes, ce que personne n'aurait cru possible il y a encore quelques semaines. Nous suivons la situation de très près, et j'ai affirmé avec une grande fermeté que s'ils se mettent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons très durement, là où ça fait mal, et ça ne veut pas dire envoyer des troupes, mais cela veut dire les frapper très, très durement, là où ça fait mal. Alors, essayons de comprendre ce que veut dire Donald Trump, Sophie Amara. Déjà, hier, au micro d'un podcasteur conservateur, il avait dit s'il tue des gens, nous frapperons fort. C'est ce qu'il répète là. Mais il a l'air d'être précis concernant l'envoi de troupes. Il n'enverra pas de troupes. Non. Et il a eu... C'est sa troisième déclaration concernant l'Iran. En peu de temps. Et on a l'impression qu'il est en train de marcher à reculons. Parce que là, il dit les Iraniens sont en train de prendre le contrôle de certaines villes. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les Iraniens sont des manifestants désarmés face à un appareil sécuritaire. Ils ne prennent pas le contrôle de ville. Vous avez raison de le souligner, qui ne marque qui ne offre aucun signe de fissure au sein de cet appareil. Je parle des Bassidji, de l'armée et des Pasdaran. Eux, c'est la colonne vertébrale du pouvoir, et eux, pour l'instant, ils sont autour de leur chef. Donc non. Et ces manifestants, de toute façon, ne sont pas organisés et ne sont pas armés. Il ne va pas envoyer de troupes, oui, peut-être, mais est-ce que ça va suffire à faire tomber le régime ? Il n'a pas été nécessaire d'envoyer des troupes, que ce soit en Syrie ou dans d'autres pays du monde arabe, comme l'Égypte. Je ne dis pas, la Perse n'est pas un pays arabe, mais dans la région, pour faire tomber une dictature. Ça a pu prendre 12 jours en Égypte, et ça a pris 14 ans en Syrie. Et là, les Américains n'étaient pas intervenus. Donc, les frappes que ça dépend de la qualité des frappes que les Américains porteraient à l'Iran pour pouvoir faire vaciller ce régime. Pour l'instant, ça semble ne pas être immédiat. Toutes les éliminations auxquelles a procédé Israël dans la guerre des 12 jours, là, en juin dernier, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé la donne. Ça n'a rien changé la donne. Et je dirais même que on manifeste pas lorsqu'il y a une campagne aérienne, par principe. Par principe. Mais en même temps, mais en même temps, en Libye, il y a eu un appui militaire à une rébellion locale, et ça aboutit effectivement à un changement de régime.
Lucas Manger, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe, parce que Donald Trump menace d'aider, enfin de cibler, de frapper, on ne sait pas vraiment comment, l'Iran, donc d'aider ceux qui se révoltent contre le régime, mais en même temps, ça peut aussi provoquer de la part des Iraniens de la peur compréhensible de la part des bombardements américains. On l'avait déjà ressenti cela justement en juin dernier. C'est plus que ça, Anne. C'est-à-dire que c'est une arme à double tranchant. Parce que le fait d'aider de manière, soit par des déclarations, soit militaires, soit avec du renseignement, la révolte en cours des Iraniens, est aussi une arme qui permet au régime, à Khamenei, de dire, vous voyez bien que c'est une intervention étrangère. Et donc, de justifier des accusations de trahison avec ce que ça conduit immédiatement, des pendaisons dans les rues et ce genre de choses qui peuvent mettre fin au mouvement. Donc, les Iraniens sont extrêmement prudents face à cette aide américaine. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que le 28 décembre, quand Benjamin Netanyahou est à Mar-a-Lago, en Floride, il y a une discussion sur l'Iran entre Donald Trump et Netanyahou. Ils se mettent d'accord sur un plan. La suite de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire qu'ils voient monter la contestation en Iran. Le Mossad est le service de renseignement le plus présent en Iran. On l'a vu pendant la guerre des 12 jours. Ils avaient Mais ils y sont encore. Ils y sont en ce moment. Maintenant, au moment où on nous parle, il y a des agents du Mossad qui sont en Iran. Et dimanche dernier, les Israéliens annoncent relativement discrètement qu'au Conseil de sécurité israélien a été acté entre l'état-major militaire, le renseignement et le pouvoir politique, un plan qui s'appelle Iron Strike, qui est le plan qui permet de décapiter le pouvoir iranien. Il n'est pas activé, mais le plan n'est pas activé, mais il a été acté. C'est-à-dire, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens, avec les Américains, de le faire. La question, c'est, est-ce qu'ils le feront? Et est-ce que ça a un sens de le faire? Et est-ce que ça n'est pas contre-productif face à ce que font aujourd'hui ces Iraniens dans la rue? Tout seul, avec peut-être de l'aide du renseignement américain et israélien, mais le fait est que la révolte, c'est une colère iranienne. C'est pas une colère américaine. La colère est présente dans la rue iranienne depuis un certain nombre de jours. Mais Christian Marcarian, est-ce qu'un Iran affaibli, mais avec le même régime toujours en place, ne servirait-il pas mieux les intérêts américains dans la région qu'un effondrement complet de cette République islamique? Parce que j'imagine que Trump se pose la question. Bien sûr. Écartons l'effondrement complet pour le moment. Il peut y avoir une infinité de scénarios intermédiaires. Oui. Par exemple, les fameux gardiens de la Révolution peuvent provoquer eux-mêmes, par la puissance et la force qu'ils représentent, un changement à la tête de l'État sans que la République islamique d'Iran ne soit remise en cause. C'est un schéma intermédiaire. Oui, donc c'est effectivement des possibilités de réforme au sommet du pouvoir. Une sorte de coup d'État, de force militaire, puisque les Pasdaran disposent de moyens d'action extrêmement efficaces. Donc ils prendraient le pouvoir, ils forceraient une transition même au niveau du guide suprême, 86 ans. Mais il y aurait évidemment beaucoup de conséquences. Je rappelle que, et c'est pas anecdotique, le guide suprême est azéri. Donc, il est de la région nord de l'Azerbaïdjan. Oui, alors nord-ouest, justement. Oui. Et donc, puisque l'Iran, sur cette zone-là, est frontalière, bien sûr, de l'Azerbaïdjan. Tout à fait. Donc, ce sont des facteurs qui vont entrer en considération aussi. Il faut que tous les équilibres subtils et complexes de l'Iran soient respectés. Mais je retiens une chose quand même. Trump, quoi qu'on en dise, est le premier président américain depuis la fondation... À faire bouger les choses ? À faire peur à ce régime qui n'a plus... Franchement, il leur fait peur. Et c'est Trump qui est Alors, arrivé, quand on critique Donald Trump en disant qu'il fait peur à tout le monde, mais enfin, il y a des personnes à qui il fait peur et ça nous arrange que ce qu'il leur fasse peur. Voilà. Et la séquence dans laquelle ça intervient, bien sûr, l'Iran n'a strictement rien à voir avec le Venezuela. Il faut absolument même pas imaginer le moindre rapprochement. Mais la séquence... une opération ciblée comme celle, l'opération américaine, déjà, pour vous, c'est inconcevable en Iran. Je ne crois pas du tout à ça. Mais, encore une fois, le Mossad est sur place, les Israéliens sont extrêmement informés, ils ont montré avec des informations au sol en juin 2025, l'an dernier, qu'ils pouvaient avoir des tirs très très ciblés. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent... Toute une gamme possible. Mais retenons quand même l'essentiel, il n'y a pas eu de président avant américain depuis 1979 qui a réussi à faire peur à ce régime. Au contraire, quand les présidents américains se montraient menaçants, le régime se renforçait en nourrissant la haine de l'Amérique. Les drapeaux américains étaient brûlés tout le temps, ça va être encore le cas d'ailleurs. Mais
l'Iran continuait à recruter des proxys. Le Hezbollah, les chiites irakiens, les yéménites, les houthis. Une toile d'araignée avait été tissée avec un balcon sur la Méditerranée pour l'Iran. Tout ça est fichu par terre depuis... juin. Oui. Mais justement, Sophia Amara, est-ce que les élites iraniennes, est-ce qu'elles seraient en train de réfléchir justement à un scénario de succession ? Il y a, en tout cas, parmi les populations qui manifestent et tous ceux qui espèrent la chute de ce régime, un appel au retour du prince héritier, pour ainsi dire, le fils du dernier Shah d'Iran. Le fils exilé du dernier Shah d'Iran. Exactement, Reza Pahlavi. Il y a 3 jours, il avait appelé à manifester dans une vidéo. Et c'est une des raisons pour lesquelles hier soir a été la nuit de manifestation la plus importante depuis le début du mouvement, le 28 décembre. Ce sur quoi je serais pas complètement d'accord avec notre confrère Christian, c'est que certes, Trump fait peur, mais pas tant que ça, parce que finalement aujourd'hui le régime iranien est acculé, il est nu, il a perdu ses proxys. Mais ça, c'est grâce à Donald Trump et aux efforts de Donald Trump. Pas seulement, le régime syrien est tombé, qui fait partie de cet axe de autoproclamé de la résistance, de ce croissant chiite qui permet à l'Iran... Il est tombé avec l'appui de la Turquie, qui elle-même mais ça n'avait rien à voir avec Trump. Ça n'avait rien à voir avec Trump ni avec Israël. Je veux dire, l'axe chiite, où le croissant chiite qui allait de Téhéran à Beyrouth en passant par Damas et Bagdad, il est tombé d'abord parce que Assad est tombé pendant 14 ans, après 14 ans d'une guerre ignoble où le peuple syrien a été massacré sans que personne ne fasse quoi que ce soit de suffisant pour arrêter le carnage. Premièrement. Ensuite, parce qu'à Beyrouth, le Hezbollah a été décapité grâce aux frappes israéliennes, certes soutenues par les Américains, et qu'en Irak, les Irakiens de plus en plus remettent en question la mainmise iranienne sur ce pays qu'est l'Irak. Et détournent leur regard. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, ce pays est acculé, l'Iran, et pourtant, alors qu'on a l'impression que Trump, finalement, c'est pas tellement l'intérêt des Iraniens qui lui tient à cœur. C'est le fait que l'Iran, l'État iranien, le pouvoir, défie Washington. Alors... Et il continue, Trump, le Khamenei, de défier, puisqu'il vient de dire aujourd'hui, Trump, c'est fini pour lui, se demande comment, etc. Et vous êtes un être monstrueux en s'adressant à Donald Trump. Voilà. Enfin, et surtout le guide suprême Khamenei, comme vous dites, et on se pose des questions sur éventuellement où pourrait-il fuir dans le cas où les choses s'envenimeraient, empireraient pour lui. Et depuis le début de ces manifestations de masse, il y a des avions militaires russes de type Ilyushin qui ont effectué, ça a été prouvé, vérifié par certains sites sous le nom d'avions civils bien sûr, des vols fréquents entre Téhéran et Mineralny Vode, qui est une ville du Caucase que Christian Macarior connaît. Et ces avions effectivement évitent, là je me tourne vers vous Michel Goya, l'espace aérien contrôlé par l'OTAN. Donc on peut se demander si la Russie est en train de soutenir militairement, techniquement ce qui se passe en Iran. Est-ce qu'elle prépare peut-être l'évacuation du guide suprême ? C'est pas autre chose. Aider militairement les Iraniens, en fait, ça sert pas à grand-chose. Aider militairement les pasdarans, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour massacrer toute la population. Donc, qui est désarmée. Pas les armées, on va donner quoi ? Des avions ? Ça servira pas à grand-chose. En revanche, évacuer de l'or. En revanche, peut-être que c'est le signe que il y a une certaine panique, ou en tout cas il y a une certaine peur et que au plus haut sommet de l'État, et qu'on commence peut-être à prendre quelques précautions et à envisager un plan B ou un plan de repli. C'est possible. Mais en tout cas, la Russie qui est en train de voir un de ses derniers alliés en difficulté, après avoir perdu le Venezuela, après avoir perdu Assad, se dit que peut-être que il faut peut-être donner un petit coup de main quand même. Merci Sophia Amara d'avoir été avec nous ce soir, et nous accueillons sur ce plateau. Venez, avancez-vous. Qui vois-je ? Richard Verly. Bonsoir Richard, vous êtes en train d'arriver. Vous êtes journaliste correspondant en France
Europe pour le quotidien Blick suisse, le quotidien suisse Blick, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, et Alexandre Melnik. Alexandre, bonsoir, asseyez-vous, vous avez le temps, nous sommes tranquilles, vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate russe. Et cette nuit, au 1415e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine, 4 personnes sont mortes et 24 ont été blessées lors de frappes russes sur la capitale Kiev. C'était vers minuit cette nuit, alors que le froid s'installe justement en Ukraine. Eh bien, le chauffage a été perturbé. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Et l'une des victimes de cette double frappe de drone Shahed est un ambulancier qui se rendait justement sur les lieux pour aider les victimes de la première frappe. On écoute d'ailleurs cette première frappe de de drone Shahed russe en Ukraine. Lucas Manget, le maire de Kiev, Klitschko, a appelé les habitants de Kiev, justement, ceux qui le pouvaient, ceux qui en avaient les capacités, c'est-à-dire c'est pas tout le monde, à évacuer la ville, à partir. À ma connaissance, c'est une grande première. Oui, absolument, c'est inédit. Oui, j'essaie de vérifier. C'est inédit. C'est inédit. Oui, et le fait est que là, il y a la conjonction d'un froid très rigoureux. Il fait moins 17 la nuit dernière. Il faisait moins 17 dans la capitale ukrainienne. Une intensification des bombardements, plus des rumeurs pour la nuit qui arrive, dans laquelle on est là. Des rumeurs plus ou moins, enfin qui ont l'air de se corroborer de plus en plus, où les Russes annoncent des frappes de plus en plus massives. Donc il y a une crainte de la part des autorités ukrainiennes et du maire, enfin ça vient effectivement du maire de Kiev, qui est trop de victimes civiles. Et cette annonce du maire, je trouvais glaçante d'une certaine manière, parce qu'effectivement on sent il n'y a pas de panique, il n'y en a jamais eu à Kiev, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas eu la nuit dernière, il n'y en a pas cette nuit, mais un sentiment de peur, tout simplement, que des gens non seulement puissent mourir par dans des frappes, comme c'est arrivé la nuit dernière, mais que l'absence de chauffage, d'électricité dans des quartiers de plus en plus importants de Kiev puisse conduire des personnes tout simplement fragiles à mourir de froid et à se retrouver dans des situations où les secours ne pourront pas arriver, parce qu'encore une fois, la conjonction du climat de terreur mené par la Russie sur la capitale et des conditions climatiques extrêmes fait qu'il y a un certain nombre de gens fragiles qui peuvent mourir, en plus de ceux qui meurent, j'allais dire, dans les bombardements. Donc il y a 40, enfin ça fait 24 heures là, et ça va visiblement durer cette nuit de grande terreur. Ouais, ça va durer cette nuit, mais il y a eu, ça c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de nuit et en milieu de nuit, Alexandre Melnik, il y a eu plusieurs missiles de croisière vers 3h du matin, heure locale. Tout à fait. D'ailleurs, je parle de la capitale. Je viens d'avoir un témoignage direct de la capitale de l'Ukraine, de la part des habitants. Et ce qui est incroyable, c'est la première fois que ça se passe, évidemment, c'est les autorités municipales, bon, y compris évidemment, en premier lieu Klitschko, le maire de Kiev, ont pris la décision de pomper l'eau du système de chauffage pour que le tuyauterie, enfin les canalisations n'explosent pas. C'est-à-dire ça ne gèle pas et n'explose pas. Et c'est-à-dire ce qui prouve que le retour à la normalité serait extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que la Russie aujourd'hui utilise ces conditions météorologiques qui sont quand même exceptionnelles. Le cas disait moins 17, je crois actuellement moins 10. Et la nuit dernière, voilà, c'était moins 17. Ce soir, c'est moins 10. Donc c'est-à-dire le cynisme de Poutine qui frappe en utilisant les conditions météorologiques pour saper le moral de la population ukrainienne, pour moi, finalement, vous savez, ça dépasse l'entendement. Parce qu'à la guerre comme à la guerre, évidemment, il y a des méthodes, mais cette méthode-là, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est permanent, c'est un bombardement permanent, un harcèlement permanent, ça fait maintenant très longtemps, ça fait 4 ans. Qui prouve quand même cette stratégie de extermination, finalement, du peuple ukrainien par Poutine. Et cette nuit, à Lviv, donc une grande ville de l'ouest de l'Ukraine qui est près de la frontière avec l'Union européenne, eh bien pour la seconde fois depuis le début de cette guerre, c'est un missile russe balistique hypersonique à portée intermédiaire, le fameux Oreshnik, qui s'est abattu. Cette arme, je le rappelle, est capable de frapper avec des ogives nucléaires à des milliers de kilomètres. Richard Verly, Vladimir Poutine nous en a parlé, il se vante de la posséder
possédée. Il dit qu'elle va à la vitesse de Mach 10, c'est-à-dire à peu près 12 000 km à l'heure, et qu'elle avait été déployée, ça, ce sont des informations que nous avons confirmées, en Biélorussie, il y a quelques mois. Et ça a eu lieu cette nuit à Lviv, c'est-à-dire très, très loin du front. Par contre, c'est très proche de la frontière avec l'Union européenne. Et voilà, c'est toujours la même chose. À chaque fois que la convergence se fait jour, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, entre les États-Unis et les Européens sur de possibles garanties de sécurité pour l'Ukraine, eh bien, à chaque fois, Vladimir Poutine se rappelle, au bon souvenir des Européens, à la frontière de l'Union européenne, à la frontière de la Pologne, ce qui est une manière de bien signifier que de toute manière, un, il n'arrêtera pas, et deux, que comme il l'a dit, ou comme quelqu'un de son entourage l'a dit, toute troupe étrangère déployée en Ukraine demain serait une cible légitime. Vous avez là tous les ingrédients pour ce qui constitue à la fois un moyen de faire pression supplémentaire sur la population ukrainienne et un moyen de dire aux Européens, de toute manière, ne rêvez pas, vous n'y mettrez jamais les pieds. Michel Goya, les services ukrainiens ont publié aujourd'hui même des photos que nous allons vous montrer, des photos de débris. Voilà, ce que nous voyons là, c'est quoi? C'est un débris d'Oreshnik. Oui, des têtes. C'est peut-être. Voyons de plus près. En fait, les têtes, ce sont des blocs. C'est-à-dire que la place des armes nucléaires, ils mettent un gros bloc. C'est uniquement par énergie cinétique. Il n'y a pas d'explosif, si vous voulez, a priori. Mais ça va tellement vite que ça provoque une. Il n'y a pas d'explosif. Non, mais ça va tellement vite que ça déploie une énergie qui est absolument considérable. Maintenant, alors, ils ont utilisé un Oreshnik. Les Russes l'ont revendiqué. De toute façon, ils sont obligés de le revendiquer. Oui, tout à fait. Ils l'ont immédiatement revendiqué. Ils s'en sont vantés. Ils sont obligés de le revendiquer. D'abord parce que c'est un IRBM, c'est un missile à portée intermédiaire nucléaire. Et donc, quand vous commencez à tirer des missiles nucléaires, ça se repère. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avertissez tout le monde avant. C'est-à-dire que si je sors un pistolet et je le pointe vers vous, vous serez peut-être inquiète, mais sauf si je vous dis, ok, non, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc mais ils ont averti ? Bien sûr, mais c'est la règle. C'est la règle, mais attendez, les Russes se fichent des règles. Non, donc, pas dans cela. C'est favorable. Oui. Non, tous les sites. On va en débattre. Tous les sites nucléaires sont observés, évidemment, par les Américains en particulier. Bien sûr. Et donc, dès que vous voyez un missile qui sort d'un silo nucléaire, comme à Rasputin Yar, forcément, vous êtes inquiet. Et donc, la règle, c'est qu'on avertit tout le monde, parce qu'on fait des tirs d'exercice, forcément. Nous, quand on tire des missiles pour tester des missiles depuis des sous-marins, on avertit tout le monde. En disant, attention, rassurez-vous, c'est un tir à blanc, si vous voulez, c'est un tir d'exercice. C'est la règle. Il n'y a que les Nord-Coréens qui ne respectent pas cette règle. Vous voyez qu'il y en a qui ne respectent pas la règle. Oui, alors, ils pourraient peut-être. Mais, donc ça, c'est le premier point. Les Russes ont averti tout le monde, disant, on vous rassure, c'est pas un tir nucléaire. Et deux, ils le revendiquent surtout parce que ça sert à ça. Le missile Oreshnik, il n'a aucun intérêt opérationnel. D'abord, il n'est pas hypersonique en réalité. C'est un missile hypersonique, c'est un missile qui va à plus de Mach 5 et qui est manœuvrable jusqu'à la fin. Or, apparemment, il n'est pas manœuvrable jusqu'à la fin. Donc, c'est un bête missile intercontinental qui est un peu raccourci. Il n'est pas exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'Oreshnik. Bon, alors pourquoi l'ont-ils envoyé ? Justement, non, mais c'est ça. C'est parce que ils veulent refaire une démonstration de force, et parce que Poutine s'est pris des claques par Trump, parce que il faut faire un geste. Il fallait faire quelque chose, un truc fort. Mais le problème, c'est je termine juste, c'est que ça a quand même un peu fait pchit, quoi. Oui. C'est-à-dire que précédemment, il l'avait envoyé sur Dnipro. Oui, mais on en avait vachement parlé. C'est-à-dire, on avait fait peut-être une édition spéciale, première fois qu'on utilisait une arme nucléaire à des fins conventionnelles. Oui, effectivement. Mais là, finalement, bof. Pourquoi ça fait pchit ? Ça fait pchit d'abord parce que l'actualité internationale fait que on en parle moins. Oui, mais ça, effectivement, c'est la dure règle de l'actualité internationale. Mais c'est valable aussi pour oui. Et ensuite, parce que c'est la seconde fois, et puis parce que il a brandi son Oreshnik à peu près 50 fois auparavant, et que au bout d'un moment, on dit ok. Il n'y a pas eu de victime. Christian Macarian, expliquez-nous votre point de vue sur le lancement de cet Oreshnik. Le fait que ça n'ait pas nécessairement un grand sens opérationnel d'envoyer un missile Mirvé, c'est-à-dire avec plusieurs têtes. Non, parce qu'en plus, c'est pas précis, donc ça sert à rien. Il a 6 têtes, d'après ce qu'on sait, pour écraser une infrastructure énergétique, ça n'est absolument pas
l'habitude. C'est-à-dire ils auraient pu envoyer un missile normal. Oui, tout à fait. Ah, ça aurait été plus efficace. Tout à fait. Ça aurait été même. Tout à fait. Michel Goya a raison. Ça aurait été même plus efficace. Ah, Michel Goya, voilà. Donc, Insiste que ça aurait été plus efficace et moins coûteux. Oui, tout à fait d'accord. En revanche, dans la guerre psychologique que les Russes entreprennent chaque jour, ça a une importance considérable. C'est à la frontière de l'Europe occidentale et d'un pays membre de l'OTAN, donc pas loin de Lviv ou Lvov ou Lemberg, c'est pas loin du tout de la Pologne. Trois façons de prononcer la même ville. Voilà, trois cultures différentes. Tout à fait. Trois empires. Trois empires différents, tout à fait. Mais Richard Verly, dans cette guerre psychologique, il faut pas la négliger. Ça veut dire que les Russes essaient de banaliser l'emploi d'un vecteur potentiellement nucléaire à des fins conventionnelles pour bien nous signifier que nous ne pouvons pas faire ça. Et que c'est bien l'OTAN qui est visé. Le président Zelensky a eu immédiatement une réaction par télégramme. Il a dit une réponse claire de la communauté internationale est indispensable, en premier lieu des États-Unis. L'a-t-il eu cette réponse? Parce que moi, je ne l'ai pas entendu. À ma connaissance, non. Et c'est évidemment ce que vise Poutine, parce que ce missile Orychnik, quelle que soit sa capacité de destruction finale, il a quand même, je crois, je parle sous le contrôle des experts ici, notamment de Michel, il est quand même difficile à intercepter. Ouais. Voilà. Et donc, en envoyant ce type de missile, alors que l'OTAN est fragilisée par les dissensions entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté les alliés européens, c'est une manière de dire, je vous rappelle que j'ai dans mon arsenal des missiles que vous aurez des difficultés à intercepter si les Américains ne sont pas à vos côtés. Or, c'est quand même ce qui se dessine aujourd'hui, c'est la prise de distance des Américains de la défense du continent européen, ne l'oublions pas. Et tirer ce missile Orychnik juste après la réunion de Paris, où la coalition internationale a marqué un rapprochement entre Américains et Européens, c'est une réponse du berger à la bergère. Les Russes répliquent en disant, voilà, si vous croyez qu'un jour vous allez stationner des troupes en Ukraine, voilà ce qui vous arrivera, vous aurez une pluie de missiles Orychnik. Et comme les Américains ne seront pas à vos côtés, peut-être avec les équipements d'interception nécessaires, vous les prendrez sur la figure. Alors bien évidemment, cet Orychnik a provoqué des réactions verbales en Europe, notamment les chancelleries de Paris, Londres, Berlin, qui se sont exprimées, qui ont dit que c'était une potentielle escalade inacceptable. Mais il y a une voix relativement discordante, qui est celle, étonnamment, de Giorgia Meloni, qui a toujours soutenu l'Ukraine et qui estime que c'est le moment, elle l'a-t-elle fait exprès ou pas, mais pour reprendre langue avec Vladimir Poutine. On l'écoute. Je pense que le moment est venu pour l'Europe de dialoguer également avec la Russie. Car si l'Europe décide de participer à cette phase de négociation en ne dialoguant qu'avec l'une des deux parties concernées, je crains qu'elle ne constate finalement que sa contribution positive soit limitée. Il contributo positivo che può portare sia limitato. Lucas Manget. Emmanuel Macron l'avait déjà dit la semaine dernière. Oui. Alors il parlait pas au nom de l'Europe, il disait qu'il fallait reparler à Poutine. Après, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a un rôle particulier. Elle a toujours voulu être une forme de pont entre Trump et Poutine. Alors, elle n'a pas du tout le même rôle que Orban, mais Giorgia Meloni essaye aussi de jouer sa singularité, de dire, elle a toujours soutenu l'Ukraine, vous avez raison de le souligner, mais aussi toujours dit, attention, nous ne pouvons pas être totalement univoques dans notre manière de voir la guerre en Ukraine, et elle tente de jouer une carte indépendante, qui n'est pas celle de, on va dire, Macron, Merz, Stramer, et de jouer la carte italienne. Elle joue aussi une carte intérieure complexe. Elle a une partie de sa coalition gouvernementale d'extrême droite qui est très pro-Poutine, et donc elle n'a pas du tout envie de la perdre. Alexandre Melnik. Ces appels qui sont souvent réitérés ces derniers temps, il faut parler avec Poutine, reparler, etc. Comment les interpréter ? Finalement, il faut les interpréter, à mon avis, de la façon suivante. L'Europe essaie d'exister. L'Europe est prise aujourd'hui entre ces deux bulldozers. D'un côté, il y a Poutine, de l'autre, il y a Trump. Et finalement, l'Europe est de plus en plus réduite à un rôle de commentatrice. Et donc, quand il y
y a ces appels, il faut parler à Poutine. Bon. Parler de quoi d'abord? Parce que est-ce qu'on peut parler vraiment avec quelqu'un qui terrorise le peuple ukrainien, qui massacre le peuple ukrainien? Donc moi je vois pas de quoi on peut parler avec lui. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, quand Mélanie appelle à parler avec Poutine, mais de quelle Europe on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'Union européenne? Qui doit parler au nom de l'Europe avec Poutine? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, Van der Leyen? Est-ce que c'est Mélanie elle-même? Est-ce que c'est Macron, etc.? Et là, on revient sur cette problématique fondamentale, manque de leadership européen. C'est-à-dire, une fois de plus, manque de téléphone. C'est-à-dire, l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est qui peut parler aujourd'hui avec Poutine? Oui, Christian Macarian. Alors, juste deux compléments qui vont tout à fait dans le même sens que ce que vient de dire Alexandre. D'abord, Madame Meloni, c'est un peu plus fin que ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle souhaitait qu'un délégué européen représente le point de vue européen auprès des Russes. Elle ne souhaite pas que ce soit l'Italie qui prenne nécessairement ce leadership-là. Elle souhaite qu'il y ait une seule voix. Donc, il y a quand même quelque chose de relativement construit dans sa proposition. Et deuxièmement, le problème du dialogue avec les Russes, c'est le suivant. C'est que, à l'heure actuelle, ceux qui dialoguent avec les Russes, ce sont les Américains. Donc, à chaque fois que les Européens élaborent un papier, n'est-ce pas, ils le donnent aux Américains, les Américains l'apportent sur la table des Russes, on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas comment c'est traduit, on ne sait pas ce qu'il en ressort. Et les Russes sont très contents de dialoguer avec les Américains. Et les Russes sont très contents puisqu'ils ne cessent de gagner des points à ce dialogue exclusif avec les Américains. L'idée de Macron ou de Mélanie, c'est de casser ça et d'instaurer, je crois, un canal diplomatique pour pouvoir parler aux Russes indépendamment, sans passer par Washington. Oui, est-ce qu'ils y arrivent, Richard Verly? Alors, non. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, mais ils le disent aussi tous les deux, Macron et Mélanie, parce qu'il y a un problème. Et ce problème s'appelle Madame Kaja Kallas, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Kaja Kallas est balte. Elle ne peut pas. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas. Alors que son titre devrait la conduire à l'être. On va reparler avec la Russie. Elle ne peut pas reparler avec la Russie, elle ne veut pas reparler avec la Russie. Donc on a un problème, on a créé un service européen d'action extérieure, c'est-à-dire une diplomatie européenne qui aujourd'hui est de facto sur ce dossier ukrainien complètement paralysée parce qu'on a mis à sa tête une anti-russe. C'est le cas de Mme Kallas, elle le revendique. C'est pas la caricaturer, une anti-russe primaire. Mais voilà, vous pensez véritablement que c'est... Vous pensez véritablement que c'est une raison personnelle? Il y a des raisons d'être anti-russe. Viscérale. Pas primaire, mais viscérale. D'accord. Oui. Donc, objection acceptée. Voilà, nous allons reparler de ce sujet, bien évidemment. Venez sur le plateau, nous accueillons Mika. Mika, venez, vous êtes Mika Bloujon-Méget, pardon. Je me trompe complètement sur votre nom parce que finalement, je suis très troublée par ce qui vient d'être dit à propos de Kaja Kallas, mais je trouve que c'est un très bon commentaire de la part de Richard Verly. Passons au Groenland. Pourquoi nous passons au Groenland? Parce que ce territoire fait justement beaucoup parler de lui en ce moment depuis le dernier coup de force de Donald Trump au Venezuela. Mais maintenant, on parle du Groenland, c'est-à-dire que Donald Trump laisse planer le doute sur ce qu'il va faire éventuellement ou pas au Groenland. C'est inédit et pour la première fois de son histoire, l'OTAN qui est justement une alliance basée, ça tout le monde est d'accord, sur un principe de défense collective, eh bien l'OTAN pourrait se retrouver face à la possibilité qu'un de ses membres en attaque un autre. On va en débattre ce soir. Donc, Mika Bloujon-Méret, pardon, vous êtes là, vous êtes chercheur en géopolitique et vous êtes spécialiste des pôles. Écoutons ce que vient de dire Donald Trump ce soir, il y a quelques instants, justement à ce propos. Il fait du Trump, mais on va en discuter. Je voudrais conclure un accord de la manière douce. Mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi.
Je dois vous dire, ils ont été très sympas avec moi. Vous défendez votre possession, pas ce que vous louez. Et on va devoir défendre le Groenland. Si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont le faire. Je ne laisserai pas cela se produire. On n'aura pas, et j'aime la Russie, j'aime la Chine, j'aime les Chinois, j'aime les Russes. Je m'entends très bien avec le président Poutine, mais je suis très déçu de lui. Je m'entends très bien avec le président Xi. Je vais aller en Chine en avril, mais je ne veux pas d'eux comme voisins au Groenland. Je ne laisserai pas cela se produire. Bon, Mika. La fatigue. Oui. La fatigue. On aimerait comprendre. C'est-à-dire, il y a deux solutions. Donald Trump vis-à-vis du Groenland. C'est soit la manière forte, la manière militaire, soit la façon économique. Donc, il ne veut rien dire de précis, ou alors c'est au gré de ses interventions. Que ce soit de la manière forte ou de la manière douce, là, comme il le dit, dans tous les cas, ce sera illégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la pression qui a été mise et vu les manœuvres qui ont eu lieu au Groenland depuis 1 an, qui sont documentées, etc., si même aujourd'hui il y avait une vente, admettons, ce qui est pas près d'arriver, du Groenland par le Danemark aux États-Unis, cette vente serait tout simplement contraire au droit international et beaucoup d'États seraient évidemment tout à fait légitimes à ne pas reconnaître le Groenland devenu américain comme quelque chose de légitime ou de vrai. Oui, mais c'est plus l'enjeu de Donald Trump. Il se fiche de la moralité et de la légalité. Ah, bien sûr. On a l'impression que de toute façon aujourd'hui sur le Groenland, pour lui, quelle que soit la manière dont il le fait, c'est en fonction de sa vision, de son hémisphère. On est complètement d'accord. Peu importe la légalité internationale. D'ailleurs, ce qui s'est passé au Venezuela a montré que la légalité internationale d'une opération importait peu. Je suis obligé de commencer par la base. Non, mais vous avez raison. On est complètement d'accord. Je suis obligé de commencer par la base. Voilà. On est d'accord. C'est une opération illégale. Elle sera illégale, mais ça veut pas. C'est pas pour ça qu'elle n'aura pas lieu. Tout à fait. Et le sujet de la vente aujourd'hui, alors la vente. Mais est-ce que c'est plus acceptable un achat du Groenland par les États-Unis? Est-ce que c'est plus acceptable qu'une opération militaire qui laisse pour le moment perplexe tout le monde? Acceptable pour qui? Acceptable pour... Alors d'abord, on va dans un instant se rendre au Groenland, parce que nous avons Thomas Misraki qui est en direct et qui va justement nous parler des Groenlandais. Mais juste pour terminer, vous et Richard Verly, sur acceptable pour l'opinion publique internationale, et notamment pour les Européens. Ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, ce qu'on voit très très clairement, c'est dans l'opinion publique internationale, s'il y en a une toutefois, c'est clairement un rejet total de tout ce que Trump est en train de faire au Groenland, et même dans les sondages qui commencent à être conduits aux États-Unis, tant sur l'électorat de Donald Trump lui-même que de manière générale dans le public, on voit que ce soit l'option militaire ou que ce soit une option rachat, dans les deux cas, y compris dans les franges républicaines. Je parle pas des MAGA, je parle vraiment de la frange républicaine. Très clairement, c'est l'opposition à ces scénarios, la force ou la doute, qui prédomine. Richard Verly. Non, j'avais juste une question que je voulais vous poser, mais Thomas aura sans doute une grande partie des réponses. C'est qu'il y a quand même au milieu de tout ça un gouvernement groenlandais. Et que bien évidemment, beaucoup des événements qui vont suivre vont dépendre de l'attitude, des décisions que prend le gouvernement groenlandais. Et selon la direction vers laquelle il penche, ça peut faire bouger pas mal les choses. Non, alors justement, rendons-nous tout de suite à Nuuk, où nous avons la chance d'avoir Thomas Misraki qui nous attend, qui nous écoute. Bonsoir Thomas, merci d'être avec nous. Vous êtes donc dans la capitale du Groenland. Comment la population de l'île accueille-t-elle la possibilité de passer finalement directement de l'influence du Danemark à celle des États-Unis ? Alors d'abord, je vais vous répondre avec un chiffre. 85% des Groenlandais disent ne pas vouloir devenir américains. Ça, c'est un sondage qui a été publié il y a quelques heures dans un quotidien national ici. En fait, ce qui se passe, c'est que les Groenlandais ne savent pas vraiment ce qu'ils pourraient gagner à devenir américains, à être sous cette tutelle américaine. Ce qu'ils savent en revanche, c'est qu'ils pourraient perdre beaucoup. Par exemple, vous le savez, le Danemark paye environ la moitié du budget de l'État du Groenland. Le système social ici est un système social très européen. La santé est gratuite, l'éducation est gratuite également. Il y a des secteurs qui sont subventionnés comme le logement. Les Groenlandais ont tous accès à la téléphonie mobile ou à l'électricité malgré l'étendue immense de ce territoire. Le système financier et bancaire groenlandais est adossé à celui du Danemark, mais aussi et surtout, et c'est ce qui nous a frappé avec Camille Sou depuis qu'on est ici, eh bien les
Groenlandais, eux, veulent se débarrasser de toute tutelle. Ils ont été colonisés, pense-t-il, et c'est le cas, depuis des siècles. Ils essaient de se défaire, si j'ose dire, et pardonnez-moi l'expression, mais les griffes du Danemark. Ce n'est pas pour retomber sous une autre tutelle, quelle que soit sa forme. Enfin, c'est un peuple qui est très fier de sa culture, fier de sa nature, fier de son incroyable environnement, de ses richesses aussi. Et tout cela, eh bien, pour eux, ça vaut tout l'or du monde, quel que soit le montant que Donald Trump est prêt à mettre sur la table. Bon, alors là, vos propos nous apportent beaucoup sur ce plateau, Thomas Misraki. Donc, si je comprends bien, ni l'un ni l'autre de la part des Groenlandais. Le Premier ministre du Groenland, sur son Facebook, je crois que c'était hier, a écrit cette phrase « Ça suffit maintenant ». Donc, il a l'air d'être particulièrement excédé. Vous avez ressenti cette colère de la part de la population locale qui se sait être au centre du monde géopolitique en ce moment. On a ressenti à la fois de la colère et de l'anxiété. Vous parlez du Premier ministre groenlandais, on l'a croisé 2 fois, je crois que c'était hier, avec Camille Souo, pour essayer de lui poser des questions, pour essayer de comprendre quelle était la position de son pays vis-à-vis des déclarations de Donald Trump. Il a littéralement, et ce n'est pas une image, fui notre micro. On a contacté un nombre incalculable de parlementaires. Alors il n'y en a pas beaucoup ici, 31 à peine, 23 pour la coalition de centre-droit qui gouverne ce pays, 8 dans l'opposition. On a réussi à parler à quelques personnes, une seule devant une caméra, parce que tout le monde fait très attention à ce qui est dit ici pour ne pas froisser les Américains, pour ne pas compliquer non plus les relations avec le Danemark, parce que c'est ça le problème des Groenlandais aujourd'hui. Leurs affaires étrangères, leur défense, c'est le Danemark qui gère tout cela. Et là, ils sont dans une position compliquée, parce qu'ils doivent se battre en quelque sorte à la fois contre les volontés et ce que déciderait ou pourrait décider ou pourrait leur imposer le Danemark, mais aussi les déclarations stupéfiantes, parce qu'ici on est véritablement stupéfait de ce que dit Donald Trump. Alors, ce qui est très intéressant dans ce pays, c'est qu'il y a 10 mois, lors des premières déclarations du président américain sur sa volonté de mettre la main sur ce territoire, il y avait une toute petite frange de la population, des MAGA groenlandais, si j'ose dire, qui soutenaient cette idée. Et bien, ces MAGA, aujourd'hui, ils ont été littéralement mis au banc de la société. Une dame nous disait aujourd'hui qu'ils ont été menacés de mort, qu'ils ne veulent plus s'exprimer parce qu'ils craignent pour leur vie. On est anxieux ici de savoir ce qui pourrait se passer. Ce que tous les Groenlandais nous ont dit depuis qu'on est arrivé ici, c'est que si Donald Trump décide de venir planter son drapeau sur cette île, ce territoire semi-autonome, ni le Groenland, ni le Danemark, ni l'Europe ne pourront faire grand-chose. Ni. Merci beaucoup, Thomas Misraki. Vous étiez en direct de Nuuk avec la camarade de Camille Souo. Merci beaucoup. C'était très riche, on en a appris beaucoup. Bon, Mika, vous êtes spécialiste de la région. Je vous voyais opiner du chef par rapport aux Groenlandais. Est-ce que là, on est vraiment dans le cœur du sujet? C'est-à-dire qu'on a bien compris que les Groenlandais ne souhaitent tomber dans l'escarcelle ni des uns ni des autres. Mais pardon d'être la gêneuse. Je suis habituée à être la gêneuse. Et ça me plaît d'ailleurs. Mais en ont-ils le choix ? Ont-ils le choix ? Oui, c'est encore possible. C'est-à-dire que, en fait, ce que Thomas vous a expliqué très bien en quelques minutes, c'est ce que j'essaie de vous expliquer sur cette chaîne depuis plus d'1 an, c'est-à-dire que les Groenlandais, fondamentalement, ne veulent être sous la tutelle de personne. Et Thomas a très bien décrit... Non mais en ont-ils les moyens ? Mais Thomas a très bien décrit tout ce qu'ils avaient à perdre. Donc, ceux qui ont aujourd'hui envie d'avoir une bonne relation avec le Groenland, ils doivent venir vers le Groenland et proposer des moyens pour faire en sorte que ce système social, notamment, que les Groenlandais chérissent à tel point qu'on a 75% de la population du Groenland qui ne veut pas d'une indépendance tout de suite. Si ça devait provoquer une baisse des revenus de transfert, c'est-à-dire tout simplement une baisse de la redistribution et du système Bref, ils sont très social, confortables avec le Danemark, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pas du tout, le Danemark leur apporte beaucoup au niveau du système social, et finalement, si c'est ça qui compte. Donc ils préfèrent être sous la tutelle danoise. Pas du tout, parce que c'est pas du tout, parce que quand vous parlez aux indépendantistes groenlandais, notamment du parti Nalerak. Indépendantistes, non. Non mais attendez, aux indépendantistes du parti Nalerak, ils seront pas d'accord. Ce que eux vont vous dire, c'est mais si nous on devient indépendants, nous Groenlandais, ce que d'ailleurs légalement ils peuvent déclencher quand ils le veulent depuis 2009 déjà, les Danois vont maintenir leur revenu de transfert. C'est ça leur théorie. Et c'est une théorie qui est assez répandue, que les Danois, les Européens vont maintenir ces revenus de transfert parce que ils voudront garder un accès privilégié, une relation favorable avec le Groenland, notamment pour la question de ses ressources.
Christian Macarian, cette question du Danemark, je ris un petit peu parce que je vois votre sourire un tantinet goguenard. Mais Marco Rubio va rencontrer des représentants du Danemark la semaine prochaine et justement, la chef de la diplomatie du Groenland dit que son gouvernement participera à la rencontre. Oui. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais ce qui est en train de se passer, c'est que Trump a redonné un poids hallucinant à la parole politique. Rien n'a été fait concrètement, ni sur le plan financier, ni sur le plan bancaire, encore moins sur le plan militaire. Il s'agit que de paroles. Et on est en train tous d'invoquer une possibilité pour le Groenland de passer complètement sous souveraineté américaine. Moi, je pense que c'est un peu différent. Ce que recherchent les Américains, ils sont en train d'atteindre leur but, c'est tout simplement que plus rien ne soit décidé sans les États-Unis concernant l'avenir du Groenland et notamment ses intérêts économiques. Ça suppose pas une invasion militaire, ça suppose même pas qu'on plante le drapeau américain, ça suppose que toutes les décisions importantes à partir d'un certain moment soient prises strictement dans le sens des intérêts américains. Attendez, vous n'êtes pas d'accord, mais laissez terminer Christian Macarian. À ce titre-là, est-ce que la balle revient dans le camp des Européens ? Est-ce que les Danois peuvent accepter cela ? C'est une perte de souveraineté évidente et criante. Est-ce que nous, par solidarité, nous allons soutenir les Danois ? Ça n'est pas évident du tout. Il y a un scénario... Mais non, mais qu'est-ce que vous dites ? Ça n'est pas évident. Si, pardon, mais évidemment. Alors, c'est pour vous évident, Mika, et ensuite Lucas Manger. Non, mais attendez, je suis pas en train de dire que c'est de la parole. Là, pour le coup, au-delà de la parole, il y a eu des actions, et notamment des actions militaires, notamment, par exemple, des Britanniques, par exemple, des Norvégiens, par exemple, des Suédois, qui disent très clairement, mais... On a beau se détester entre Norvégiens et Danois, si Orange Man fait quelque chose au Groenland, on y va. Et au-delà de ça, il y a des mécanismes... Ça, ce sont des paroles pour le moment. Non, mais attendez, d'accord. il y a... Non, attendez. Enfin, ce sont des paroles, ça vous êtes d'accord. Pour le moment, ce sont des paroles. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'invasion militaire américaine. Attendez, ce ne sont pas des paroles. Parce que ce qui a créé le niveau d'anxiété que vous connaissez au Groenland cette semaine, et dans toutes les chancelleries occidentales, c'est ce qu'il s'est passé au Venezuela. Les gens ne considèrent pas au Groenland que Donald Trump n'est que parole. Ils considèrent que Donald Trump maintenant est acte. Mika, nous sommes d'accord, mais pour le moment, pardon, celles et ceux qui nous écoutent, que personne n'ait peur. Il ne s'agit que de paroles. Oui, mais... On est bien d'accord. Mais... Vous parlez comme si c'était déjà fait. Oh non, Ce sont des paroles. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais Mika Manger. Pardon, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Américains, aujourd'hui, l'obsession, il faut lire et écouter ce que dit Donald Trump et son équipe. Leur objectif, c'est pas du tout seulement de faire peur, c'est de mettre un drapeau américain. Ils croient en la géographie. Je finis, je vous ai laissé parler. Ils croient en la géographie. Ils veulent agrandir le territoire américain. L'obsession aujourd'hui de l'administration Trump, c'était comme pour l'Alaska en 1869, c'est d'agrandir le territoire, parce que agrandir un territoire, quand on a cette vision impériale du monde, il faut annexer du territoire. Non mais je finis juste ma phrase. Oui. Donald Trump ne joue pas avec ces choses-là. Oui, mais quelqu'un nous attend pour justement enrichir votre propos, Lucas Manger. Alors je vous laisse. Je vous redonnerai la parole juste après. Non, parce qu'il s'agit de Sonia Dridi. Sonia Dridi qui est en direct de Washington et qui justement va nous donner... Voilà, pour Sonia Dridi, nous nous taisons tous et nous écoutons Sonia. Sonia, vous assistiez justement il y a quelques instants à ce débriefing de Donald Trump qui se trouvait à la Maison-Blanche avec des représentants des grandes sociétés pétrolières américaines. Il a parlé de ce qui se passait au Groenland, de ce qu'il envisageait de faire ou pas. Nous l'avons diffusé ce son tout à l'heure. Donc justement, est-ce que ce que Donald Trump est en train de dire à propos du Groenland, comment est-ce que c'est reçu par la communauté MAGA aux États-Unis ? Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui se posent des questions. J'ai notamment parlé à un pasteur évangélique il y a quelques jours qui m'a dit qu'il était très content avec beaucoup de choses que faisait Donald Trump, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi il passait autant de temps à s'occuper des affaires du monde, que ce soit le Venezuela
ou le Groenland. Mais désormais, on entend un message chez beaucoup d'officiels de la Maison-Blanche que l'Amérique d'abord, le mantra de Donald Trump, ce n'est pas être isolationniste, c'est protéger les intérêts des États-Unis et donc, dans le cas du Groenland, notamment les intérêts des États-Unis face à la menace russe et chinoise. Et en effet, j'étais il y a peu de temps donc à la Maison-Blanche dans cette réunion avec Donald Trump et des patrons de compagnies pétrolières. Et il y a une journaliste qui a posé la question à Donald Trump, mais pourquoi tenez-vous autant à détenir le Groenland alors que vous avez déjà une base militaire et que vous pouvez étendre votre présence militaire? Et il a répondu très franchement, que quand on était propriétaire, on défendait mieux, que si on était locataire d'une propriété, on ne la défendait pas aussi bien, et que donc pour mieux défendre le Groenland, il fallait posséder l'île. Merci beaucoup Sonia Dridi, merci d'avoir dit ces mots depuis Washington. Lucas Manget. Non, mais c'est exactement dans le siège de ce que vient d'expliquer Sonia Dridi. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand l'épouse du conseiller, du principal conseiller, et pas seulement conseiller, on va dire l'idéologue de la Maison Blanche, Stephen Miller, tweet une carte avec avec un drapeau américain sur le territoire groenlandais, c'est pas une blague, c'est pas uniquement de la négociation. Ils ont besoin de ce territoire. Pour les raisons que vient d'exposer Sonia, c'est-à-dire que il y a une vraie menace à cause des routes du réchauffement climatique et des routes maritimes qui vont s'ouvrir et de la présence de navires russes et chinois, et que la Russie a investi le territoire arctique depuis extrêmement longtemps au détriment des États-Unis qui n'ont pas vu la menace venir et qui n'ont pas vu les Russes construire, enfin ils n'ont pas vu ou pas voulu voir des brise-glaces à propulsion nucléaire, des centrales nucléaires flottantes et devenir une puissance indéniable de l'Arctique. Ils s'en rendent compte maintenant, mais dans la logique de Trump, on ne peut faire ça que quand on est propriétaire, pas quand on est locataire, comme vient de l'expliquer beaucoup mieux que moi Sonia Dridi à Washington. Mika Blujon, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que tout le monde ne le sait pas, vous êtes spécialiste, mais tout le monde n'est pas spécialiste des pôles et du Groenland, justement le traité de défense de 1951 entre Copenhague et Washington, parce que je vous ai entendu dire que il serait sans doute suffisant pour plaire à Donald Trump aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de plus? Expliquez-nous ça. Que ce soit du côté des ressources, que ce soit du côté militaire, le cadre actuel de la relation avec le Groenland suffit pour ses objectifs. Donc le pacte de défense de 1951 prend sa source en 1941, c'est-à-dire quand les Américains sont arrivés au Groenland, quand l'Allemagne nazie, tout simplement, a envahi le Danemark. Et donc, dans ce contexte, ce pacte de défense de 51 dit la chose suivante, j'ai fait très très courte et très synthétique: si les États-Unis veulent étendre une base, veulent repositionner du personnel, du matériel, que sais-je, au Groenland, ils le peuvent. Et depuis 2004, avec les accords Igaluk, donc les accords spécifiques pour repolitiser et opérationnaliser ce pacte de défense, à une période où les Américains se désengageaient de l'Arctique. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu un désengagement des dernières décennies, en fait. 2004, ils se désengagent du Groenland. 2006, ils se désengagent de l'Islande. Et il a fallu que Donald Trump arrive pour réengager dès 2017 en Islande et réengager en 2018 au Groenland. Ça, c'est pour le contexte historique. Et donc, dans les accords Igaluk, ce qui est dit très clairement, c'est qu'il faut que les Danois et les Groenlandais soient concertés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de droit de veto ou quelque chose comme ça de la part du Danemark, mais il faut qu'ils soient concertés. Ça peut pas être fait tout seul. Et donc, ce qui pose problème aux Groenlandais, vous posiez la question tout à l'heure, et les actes, pas juste les paroles, mais les actes de l'année 2025, les manœuvres d'ingérence, les manœuvres la visite de J.D. Vance, etc. Mais bien sûr, tous ces éléments-là qui sont des vrais actes, ont créé une situation où au Groenland, on a des personnels politiques qui, quelle que soit leur vision des choses, disent « Nous, ce dont on a peur, c'est qu'il nous arrive la même chose que l'Ukraine, c'est-à-dire que Trump négocie avec la puissance coloniale, le Danemark, comme il négocie avec la Russie, et que les Groenlandais ne soient pas à la table. » Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, vous avez l'impression qu'il est probable que cela se passe? Possible. Là, j'ai pas dit probable, mais possible. Alexandre Melnik. À mon avis, il faut prendre très au sérieux les velléités de Donald Trump concernant le Groenland. Je ne sais pas si Donald Trump a lu le livre Démocratie en Amérique de Alexis de Tocqueville, mais en tout cas, il suit quand même le conseil qui lui a été donné par le philosophe français.
qui connaissait très bien les États-Unis et qui a écrit dans ce livre, pour être un leader du monde, leader global, il faut avoir accès à ces espaces, à nouveaux espaces disponibles. Et donc aujourd'hui, la tentative justement de Trump d'agrandir les frontières, finalement, ça se lisse à travers ces actes, et donc il suit d'une certaine façon le conseil de Alexis de Tocqueville, donc dans cette stratégie impérialiste, et agrandir les territoires qui sont en plus très riches, paraît-il, en matières premières. Donc aujourd'hui, c'est un atout incroyable dans cette conquête de nouveaux territoires et de nouveaux espaces disponibles. Étant donné que nous, par exemple, en Europe, nous manquons terriblement de territoires. Parce que je voudrais quand même rappeler que le territoire de 27 pays de l'Union européenne, c'est seulement 1% du territoire mondial. Alors que la Russie, elle, par exemple, occupe à peu près 12% du territoire mondial. Donc c'est pour ça que le combat pour les espaces disponibles, et je termine là-dessus, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Bon. Toutes les options, si je comprends bien, sont sur la table, y compris celle de l'armée. Et Donald Trump a donné une interview fleuve au quotidien New York Times, quotidien américain, le New York Times, qui est paru aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants. Mais justement, à propos du Groenland et de l'OTAN, un journaliste du New York Times lui a posé la question du choix cornélien, finalement, entre préserver l'OTAN et obtenir le Groenland. Et à cette question, Donald Trump a répondu ceci. Oui, il a botté en touche, finalement. Et il a répondu, il admet qu'il pourrait être amené à faire ce choix. Christian Macarian. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez effectivement, comme Lucas l'a dit tout à l'heure, une implantation russe extrêmement forte en Arctique. Non seulement exploitation économique, mais aussi, bien sûr, de nouvelles voies pour les sous-marins, etc. Avec le réchauffement climatique, toute la zone navigable au sud du Groenland et même au nord va devenir complètement navigable. À ce propos, on vient de diffuser sur LCI un documentaire inédit justement sur l'Arctique qui raconte tout cela et l'importance pour la Russie de l'Arctique. L'Arctique est devenu une zone hyper stratégique et même si les Chinois ne sont pas implantés autant que M. Trump le prétend parce qu'il ment carrément sur ce point, les Chinois ont quand même une route de la soie polaire, c'est une expression officielle de la République populaire de Chine, qu'on n'a pas inventée. Donc tout ça, ça mijote, si je puis dire, et ça sent pas bon. C'est évident. Mais si on prend le plan de Trump qui veut faire du Canada le 51e État américain, on a effectivement du pôle Nord au pôle Sud, si vous incluez l'Amérique latine, avec deux alliés de poids le long de la terre de feu qui s'appelle l'Argentine et le Chili, deux régimes désormais trumpistes, acquis à Trump, vous avez une nouvelle géopolitique du trumpisme qui va du pôle Nord au pôle Sud et le Groenland est dedans. Ça, d'accord, mais ça ne suppose pas pour autant un coup de force militaire et on peut tout à fait imaginer que ce que les Américains obtiendraient conditionnel au final, ce serait tout simplement une suggestion beaucoup plus grande du Groenland et du coup du Danemark à des décisions américaines. Parce que moi, je veux bien le Danemark qui proteste, mais enfin, ils sont en train d'acheter des avions de surveillance côtière Poséidon. Ils renoncent pas aux achats et aux discussions sur les F-35 américains. Donc, il faut quand même que avant de dire les Européens sont pas cohérents, que les Danois eux-mêmes soient cohérents aussi. Donc c'est tout un boulot de coordination. Moi je suis pour, je suis pour. Je pense que si on envoyait un petit contingent militaire pas du tout agressif, multinational européen... Ça empêcherait quoi, les Américains d'agir ? Ça créerait un problème supplémentaire, une difficulté pour les Américains, et ça les ferait réfléchir. Michel Goya, sur cette question-là d'envoyer un contingent, est-ce que ça serait symboliquement fort ? Sur la question de l'OTAN, je veux dire, si les États-Unis... Alors,
Là, actuellement, les Américains veulent s'emparer militairement du Groenland, ils le font en 2 heures. Bien sûr. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, ce serait un pays... ça transformerait l'OTAN en pacte de Varsovie. Si les Américains attaquaient un des membres de l'OTAN... Ah oui, j'ai commencé par ça, effectivement. Là, c'est plus une alliance. Le pacte de Varsovie, c'est la seule alliance militaire où les opérations ont eu lieu contre ses membres. Donc c'est ce qui nous menace, vous êtes en train de nous dire, éventuellement. Il y a une compatibilité. Au sein de l'Alliance Atlantique, c'est une compatibilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura un coût politique, malgré tout, à cette opération militairement facile, politiquement compliquée. C'est-à-dire que là, oui, il y aurait l'OTAN, à mon avis, ne peut pas résister à ça. Il y aurait un conflit avec, évidemment, un certain nombre de pays. Mais Donald Trump dit qu'il y aurait un choix à faire. Non, mais il y a Trump. Il n'y a pas que Trump aux États-Unis, quand même. Il n'est pas quand même tout seul à prendre des décisions. Qui dirige l'OTAN, c'est un commandant américain. Non, mais tout à fait. Il y aurait un problème, d'ailleurs. Non, mais pour engager... Qu'est-ce qu'il pourrait faire au niveau de la loyauté ? Lui, il va obéir à son chef. Comme tout chef, il obéit d'abord à son pays. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, c'est quand même le Congrès qui décide normalement de ce genre de choses. Oui, enfin bon. Non. Oui, d'accord, mais enfin bon, on voit bien ce que Donald Trump est en train de faire ailleurs. Non, il y a le Congrès. Non. Mais déjà, le Venezuela, c'est pas très populaire, ce qui se passe. C'est pas très. Oui, mais vous. Et là, je pense que. J'ai pas l'impression que c'est inquiet Donald Trump. C'est pas terminé. Non, mais je veux dire simplement qu'il y aurait quand même aux États-Unis un certain nombre de gens qui disent attendez, est-ce que on va vraiment attaquer un pays allié européen? Est-ce qu'on va vraiment entrer en crise avec les Européens pour s'emparer de la ville de Périgueux en population. Richard Vergne. C'est quand même une meilleure affaire que la ville de Périgueux, je pense. Pour le coup. Pour Donald Trump, c'est une meilleure affaire. Les habitants de Périgueux nous pardonnent cette comparaison. Ce qui me désole dans cette histoire, c'est que au moment où on parle, alors que Donald Trump a déjà beaucoup parlé du Groenland durant son premier mandat, il est revenu, et que les Américains en parlent eux-mêmes depuis longtemps, puisque Truman avait proposé de l'acheter. En réalité, il n'y a pas de stratégie européenne. Qu'est-ce qu'on est en train de payer là ? On est en train de payer le fait qu'il n'y a pas eu de stratégie européenne sur le Groenland. On n'a pas été capable en tant qu'Européens d'avoir une réflexion, pas nécessairement à la Trump, qui est une réflexion d'appropriation, mais il faut lui reconnaître, comme le fait Christian, qu'au moins il a une vision pour le Groenland. Les Européens n'ont pas été foutus d'avoir une vision pour le Groenland. Et ça m'amène à parler du Danemark. Je dirais, pour avoir été correspondant à Bruxelles pendant une dizaine d'années, le Danemark, attention, parce que le Danemark a fait longtemps un opt-out, c'est-à-dire a demandé une dérogation sur les questions de défense, sur la politique de défense. Ils sont venus après la guerre en Ukraine. Le Danemark n'est pas entré dans la zone euro. Le Danemark s'est toujours vu comme l'un des meilleurs alliés des États-Unis sur le continent européen. Je ne voudrais pas dire que les Danois pourraient faire un coup fourré à l'Union européenne, mais il faudrait peut-être quand même s'en méfier. Messieurs, je pense que... Mika, il y a un député danois qui propose justement de mettre des troupes alliées. Ah oui, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et puis on a les députés groenlandais qui aussi demandent à ce qu'il y ait tous les scénarios qui soient étudiés, y compris les scénarios de contingents envoyés préventivement au Groenland, si vous voulez. Il y a plusieurs sujets, et puis il y a des cadres juridiques dans lesquels on peut activer effectivement une coopération. Je pense par exemple à un cadre juridique qui pourrait être activable dans le cadre de l'Union européenne, même si je pense personnellement que ce n'est pas le bon véhicule. Il n'empêche que l'article 222 du TFUE sur la solidarité, par exemple face à des menaces terroristes ou à des menaces hybrides, pour le coup, on a aujourd'hui au Danemark, on en a en Suède, en Finlande et évidemment au Groenland, des personnels, des politiques qui sont en train de dire que cet article pourrait être activable dans ce cadre-là, si par exemple, dans le cas d'une offensive militaire, pour accompagner un déploiement aéroporté, on venait, c'est-à-dire les Américains venaient à couper les câbles sous-marins pour isoler le Groenland du reste du monde. Il y en a 2, c'est pas très compliqué à faire. Typiquement, il y a plein d'éléments comme ça qui existent. Il y a un cadre avec les pays nordiques. Vous disiez très justement qu'il n'y a pas de stratégie européenne, mais il y a une stratégie nordique en revanche, et il y a la coopération de défense nordique, NORDEFCO, qui existe, qui couvre largement le Groenland, qui considère ces pays nordiques que attaquer le Groenland, c'est attaquer le modèle nordique. Et de fait, les 5 pays sont prêts à aller faire quelque chose qui soit préventivement coûteux pour les États-Unis, pour les empêcher de venir au Groenland. Si vous mettez, c'est très simple, on a 10 infrastructures stratégiques au Groenland qu'il faut contrôler si vous voulez contrôler le territoire. Ça peut être facile de les contrôler en 2 heures, comme vous le disiez à l'instant. Mais si vous mettez 50, 100 personnels, une petite batterie sur chacun de ces 10 infrastructures stratégiques, vous arrivez à créer un coût symbolique, politique et opérationnel pour les Américains qui peut dissuader d'aller jusque-là. C'est ça dont on parle aujourd'hui dans les pays nordiques. Qui doit le demander ? C'est le Danemark. Voilà.
On y revient. Et donc pour les pays nordiques, c'est pas la coopération de l'Union européenne, c'est pas l'OTAN. Pendant 6 mois l'année dernière, pendant 6 mois, les 6 derniers mois de 2025, le Danemark a présidé l'Union européenne. Oui. Qu'est-ce que le Danemark a fait? La seule initiative pour faire prendre conscience de la situation au Groenland, c'est d'inviter les ambassadeurs des pays membres à Bruxelles à visiter le Groenland. Est-ce que le Danemark a proposé un sommet informel des dirigeants européens au Groenland? Non. Est-ce que le Danemark a proposé un sommet des ministres des Affaires étrangères? C'est normal. Non. Donc le Danemark joue dans cette affaire non pas un double jeu, mais le Danemark a peur pour ses fesses, il faut bien le dire, et le Danemark n'est pas l'allié de l'Union européenne. J'apprécie le discours très clair de Richard Verly. Mais c'est normal. En revanche, vous, Mika Bloujon, mais j'aimerais comprendre pourquoi vous militez, en fait. Dans quelle faveur? J'aimerais comprendre ce que vous connaissez très bien la zone, mais quel est là, vous craignez que les États-Unis avancent leur pion véritablement, et vous critiquez le fait qu'il se passe rien côté européen, ou alors vous êtes en train de nous dire que nous avons tout un arsenal pour pouvoir réagir? Parce que moi, si c'est ça que vous êtes en train de nous dire, je le vois pas l'arsenal. Alors, je les vois pas les réactions. Moi là-dessus, je milite pour rien, si ce n'est mon amitié pour mes amis groenlandais. Je milite pour rien. Moi, je suis spécialiste de ce territoire depuis. Oui, enfin, vous êtes enflammé quand même depuis le début là. Et toute la semaine, je vous ai vu parler. Je vous ai entendu parler du Groenland, et vous avez raison de vous enflammer. Mais évidemment, parce qu'il faut dire aux gens ce qu'il en est sur le territoire. Et puis parce que dans les médias français, ou pas que français, il y a une palanquée de fake news sur le Groenland et sur ce que les Américains peuvent y faire, ou sur ce que les Danois peuvent y faire aussi, qu'il faut absolument essayer de réexpliquer. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et là, typiquement sur le cas de l'Union européenne, le fait que le Groenland ne soit pas un territoire qui soit partie prenante de la comment on appelle ça exactement déjà, du territoire applicable d'un point de vue géographique des traités de l'Union européenne, ça limite grandement ce que le Danemark peut faire. Problème, donc quand vous disiez à l'instant le Danemark n'a pas fait grand-chose en tant que président de l'Union européenne, c'est normal. C'est-à-dire que le Danemark aujourd'hui joue sur un élément, bien sûr que si c'est vrai, le Groenland est un PTOM, un pays de territoire d'outre-mer qui est associé à l'Union européenne, qui est sorti de la construction européenne en 1985. Les Danois ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent vis-à-vis de l'Union européenne au Groenland, ni vice-versa, puisque les Groenlandais ont leur propre représentation à Bruxelles et discussion avec la Commission européenne. Donc il y a une limite à ce que les Danois peuvent faire. Mais symboliquement, ils auraient pu faire beaucoup plus. Mais symboliquement, l'Union européenne ils n'ont pas rien fait. Mais attendez, ils n'ont pas rien fait. Ce que vous dites est faux. Ils n'ont pas rien fait. C'est-à-dire que toute l'année 2025, on a eu pléthore d'exercices, une multiplication d'exercices de nature militaire et cyber au Groenland, dans le but de préparer quelque chose qui puisse être un minima dissuasif. Un minima dissuasif, des choses. Mika Bloujon, quel est le résultat? Est-ce que ça a fonctionné? Le résultat aujourd'hui, c'est que nous sommes tous prisonniers d'une escalade verbale de Donald Trump et de ses affiliés d'un côté, qui est agrémentée de l'escalade d'actions qu'on a vues au Venezuela et sur d'autres théâtres d'opérations sur ces derniers mois, pas que juste la semaine dernière. Et dans ce contexte-là, le niveau d'anxiété qui a augmenté, avec en plus Donald Trump qui dimanche soir dans Air Force One nous dit on va en reparler dans 2 mois, même dans 20 jours du Groenland, donc qui impose une temporalité, ça fait qu'effectivement on doit bouger pour donner concrètement des prolongations sur le terrain à tout ce qui a été mené au Danemark ou au Groenland durant l'année 2025. Je m'inscris en faux sur le fait de dire qu'il ne s'est rien passé. Oui, j'ai bien compris que c'est ça. Voilà, je voulais que vous soyez clair là-dessus, et vous l'avez été. Il faut se bouger. Merci infiniment, Mika Bloujon, d'avoir été avec nous ce soir. Et je crois qu'on vous réinvitera parce qu'on aura d'autres choses à dire sur le Groenland dans les heures, les jours et les semaines qui vont venir. Un kuyanak. Ça veut dire merci en groenlandais. Voilà, tout à fait. Eh bien, je ne peux pas vous dire de rien. Ne passez pas devant la caméra. Merci. Dans un entretien fleuve pour le New York Times, j'y faisais référence tout à l'heure, le président américain Donald Trump, parce que oui, nous sommes obligés de reparler du président américain Donald Trump, parce que cette interview a été extrêmement intéressante, puisqu'il y a affirmé sans embâche, le président Donald Trump, que seul, écoutez bien ce que je vais dire, parce que franchement, on se demande si c'est bien réel, mais voilà ce qu'il a dit, que seule sa propre moralité, c'est-à-dire la moralité qui lui est personnelle à Donald Trump, eh bien, pouvait constituer une limite à sa gestion de la politique étrangère des États-Unis, et que donc il n'avait pas besoin, je cite, du droit international. Voyez, ça s'affiche sur votre écran, je n'ai pas besoin du droit international.
il a ajouté un petit bémol, Christian Macarian. Je ne cherche pas à faire du mal aux gens. Voilà ce qu'a dit Donald Trump dans cette interview fleuve qui a duré plus de 2 heures face à 3-4 journalistes du New York Times. Il faudrait poser la question aux Américains, par exemple à ceux qui sont victimes de violences policières, comme ces dernières heures, s'ils pensent que c'est un homme qui n'incite pas à faire du mal. Je pense qu'il a une définition de la moralité qui est assez éloignée des canons de la morale anglo-saxonne, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, habituelle. Donc, il a ses propres normes. Mais ce qu'il veut dire à travers ce type de phrase, c'est qu'il est lui-même une autorité. Ah bah oui, ça, oui. Et comme il avait cité... on comprend que c'est ce qu'il veut dire, ça c'est sûr. Comme il avait cité l'an dernier une phrase de Napoléon qui l'a fait tout de suite se comparer à un roi, voire à un empereur. La phrase de Napoléon était la suivante. Celui qui veut sauver sa patrie ne viole pas les lois. Ça veut dire qu'en fait, celui qui se prétend sauveur de son pays peut enfreindre, fouler aux pieds toutes les lois. Et il a cité, il a dit, j'aime beaucoup votre analyse. Il a dit, I think it's Napoleon, c'est quelque chose comme ça. Oui, vous faites très bien Donald Trump. Mais pour reciter Napoléon dans ce contexte, le même Napoléon disait à propos de la morale que c'est le passeport de la médisance. Oui. Voilà. Donc moi je crois que Donald Trump c'est d'abord quelqu'un qui dynamite la loi internationale lui-même. Donc et quand il dit la morale pour moi est toujours liée aux valeurs. Et je regardais même quelles sont les valeurs qui font partie justement de cette morale. Je laisse nos spectateurs juger si ça correspond au comportement de Donald Trump. Respect, responsabilité, équité, honnêteté et compassion. Est-ce que une de ces valeurs, compassion, fait partie du logiciel de Donald Trump? J'ai vraiment de doute là-dessus. C'est pour ça que c'est une astuce, si vous voulez, de sa part. Finalement, c'est quelqu'un qui est justement complètement dynamité, comme je disais tout à l'heure, la loi internationale, et tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est finalement son propre ego qu'il extrapole finalement, en disant que c'est la morale qui doit remplacer la loi. Alors, plus que ça, Richard Verly, un journaliste du New York Times a insisté en demandant si son l'administration Trump, ne devrait pas se conformer justement au droit international. Il a répondu « si ». Mais tout dépend de votre définition du droit international. Donc voilà, ça veut dire que tout est négociable, tout est mouvant finalement. Sauf les intérêts des États-Unis d'Amérique, version Donald Trump. Sauf ce qu'il pense être l'intérêt des États-Unis, c'est-à-dire l'appropriation maximale des ressources, notamment. Cette interview, elle a bien des égards passionnante. Moi, je l'ai trouvée passionnante pour 2 raisons. D'abord, il parle aux Américains, il parle un langage que les Américains comprennent. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les Américains de son mouvement. C'est une force. Absolument. Make America Great Again. Si vous leur dites à ces gens-là ce qu'il dit, à savoir que le droit international, peu importe, puisque je veux pas de mal aux autres. Tout le monde comprend. C'est très simple. Oui, en fait, on est des braves gens. On a persécuté, pardonnez-moi, mais c'est le cas des États-Unis. On a persécuté les Indiens d'Amérique, mais on était des braves gens. Tous ces Américains-là étaient des braves gens qui ont persécuté une nation indienne tout entière. Mais ils le faisaient pour le bien. Absolument. Sans méchanceté. Absolument. Sans méchanceté. Voilà, c'est sans méchanceté. Je vous tue sans méchanceté. Je vous vole sans méchanceté. Et la deuxième chose, c'est que là où il est très fort, c'est qu'il nous désarçonne à chaque fois. Toujours. C'est-à-dire qu'on est systématiquement, on tombe de notre cheval, pour poursuivre sur la métaphore de western, on tombe de notre cheval quand il parle, et c'est le cas parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Qu'est-ce que vous voulez, si vous êtes un politicien, un dirigeant ou un observateur sensé, qu'est-ce que vous pouvez répondre? De temps dans une interview, il dit qu'il a besoin du Groenland quasiment comme un médicament. Il en va de son équilibre psychologique. Oui. Alors, pour mesurer la toute puissance, je mets ça entre guillemets, bien sûr, du président américain, il suffit aussi de jeter un œil sur le calendrier du futur sommet annuel du G7. Pourquoi? Mais parce qu'il était prévu à la mi-juin en France, à Évian-les-Bains. Mais il se trouve que le 14 juin, qui était le jour de départ de ce sommet, c'est l'anniversaire de Donald Trump. Et cette année, Donald Trump va avoir donc 80 ans. Il va fêter ses 80 ans ce jour-là. Et en plus, il y a quelques mois, Donald Trump avait annoncé
que ce jour-là, justement, la Maison-Blanche accueillerait sur sa pelouse un immense gala de MMA, Lucas Manget. MMA, vous savez, c'est un sport que Donald Trump affectionne particulièrement, et moi aussi d'ailleurs, mais bon, ça c'est un aparté. Oui, j'ai ça en commun avec Donald Trump, pardon. Mais donc, pour terminer, je dis que la France reporte les dates de ce sommet, c'est officiel, donc le sommet sera à Évian du 15 au 17. Bon, bien évidemment, officiellement, Paris n'explique pas ce report par l'anniversaire de Donald Trump. Mais non, mais tout le monde est collé au mur par l'agenda qu'impose Donald Trump au monde. Personne ne veut le froisser. Et personne ne veut le froisser parce que il y a toujours cet espoir de négociation, de discussion, éventuel plan de paix. Un jour, on en est très loin sur l'Ukraine, et que les Européens ont cette espèce de peur, de vexer, de l'abîmer. On voit bien dans les réactions qu'il y a eu sur le Venezuela, sur tous les sujets. Sur tous les sujets, mais ça revient au sujet précédent. Et quand on parlait l'Europe se positionne comme le continent du droit et le dernier endroit au monde qui impose, et elle a raison, je dis pas qu'il faut abandonner ça, surtout pas. Le droit international doit rester la norme qui est enfin un horizon qui nous oblige. Mais Donald Trump réussit lui à imposer, y compris qu'on décale un G7 parce qu'il y a un combat de boxe pour ses 80 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de devenir une sorte de figure un peu dont on s'est moqué, et peut-être beaucoup trop, en Europe notamment, où on a pris Trump à la légère, et aujourd'hui on tombe dans l'excès inverse, qui est d'être fasciné par ce personnage et d'avoir peur qu'il ait des mauvaises réactions, et que donc sur un coup de tête il s'énerve. Donc on fait tout pour éviter des sources d'agacement du grand-père Trump. Du grand-père Trump, oui, Daddy. Mais je vous rappelle que ça a été dit par un haut dignitaire de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN. Mais Richard Verly. Là aussi, dans sa tête, il y a une continuité. Rappelez-vous, cette nuit où il est élu, on est tous, moi je fais partie des gens qui sont à West Palm Beach devant ce palais des congrès où il va tenir son premier discours, et après qu'il ait parlé, qui monte sur scène ? Dana White, le promoteur de la chaîne UFC, c'est-à-dire le patron de cette chaîne. Qui sera le 14 juin sur la pelouse de la Maison-Blanche. Donc ça prouve qu'il y a effectivement une continuité dans l'action de Trump. Ce n'est pas du tout irrationnel. Il y a des fondamentaux. Là, on est dans la partie masculiniste, c'est-à-dire démontrer que non seulement il veut la loi du plus fort, mais qu'il est capable de l'incarner aussi. Alors il est capable de l'incarner, et il y aurait maintenant hypothétiquement la possibilité de frappe américaine au Mexique contre les cartels de drogue au Mexique. Voilà ce qu'a dit Donald Trump à Fox News hier. Nous allons commencer des frappes au sol en ce qui concerne les cartels. Alors maintenant, c'est plus le Venezuela, c'est plus les frappes en mer, c'est le Mexique. Il dirige le Mexique, il parle des cartels. C'est très très triste de voir et regarder ce qui est arrivé dans ce pays. Christian Macarian. Depuis que Nicolas Maduro a été délogé et relogé dans une prison fédérale. Il lui faut quelqu'un d'autre. Aux États-Unis, Monsieur Trump a cessé de parler de narcotrafic concernant le Venezuela. D'ailleurs, tous les officiels américains se sont donné la main. On parle plus de ça. Mais tout le monde lui disait qu'il se trompait sur le narcotrafic. On a reciblé sur un pays qui effectivement est problématique, puisque l'essentiel du fentanyl qui est extrêmement mortel et qui fait des ravages aux États-Unis, provient du Mexique. Oui. Donc, et d'ailleurs, là, il y a un problème. Mais c'est pas le problème dont il nous avait parlé pour l'opération du Venezuela. Donc, on assiste à quelque chose d'autre, et c'est la mise au pas de l'Amérique centrale, puis de l'Amérique du Sud, qui fait partie d'un grand projet. Je veux dire, dans le document National Security Strategy, qui a été publié il y a quelques semaines, la partie Amérique latine est massive. Moi, j'étais frappé en lisant le document. Il y en a pour une vingtaine de pages, sur 35 ou 38 à peu près, sur moins de 40 pages. C'est énorme. Dans cette nouvelle doctrine, effectivement, elle est dans l'escarcelle de l'Amérique du Nord. Et le golfe du Mexique s'appelle le golfe de l'Amérique. Il l'a rebaptisé. Rien que ça, Donc, il y a quand même un axe stratégique. Mais est-ce que, on en a parlé tout à l'heure du Groenland, maintenant des Caraïbes, est-ce que tout cela
n'aboutit pas quand même à une sorte de confusion. Je dirais pas comme Richard que tout ça est rationnel, je dirais que c'est cohérent. C'est pas pareil. Il y a une cohérence dans ce qu'il fait. Il y a une ligne. C'est ce qu'il a dit, il le fait, etc. Ça ne veut pas dire que c'est rationnel pour autant. Écoutons la réaction immédiate de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Au sujet des déclarations faites ces derniers jours par le président Trump, qui font partie de son mode de communication, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente de prendre directement contact avec le secrétaire d'État, avec le secrétaire du département d'État et, si nécessaire, de s'entretenir avec le président Trump afin de renforcer notre coopération. Michel Goya, là c'est une réponse diplomatique, mais elle a également dit qu'elle refusait que Trump lui envoie des troupes. Bah oui, forcément. Non, mais il faut revenir sur ce qui s'est passé au Venezuela. C'était pas une guerre, c'était une opération de police. Ciblée. Non, attendez. Pour le pétrole. Oui, non, c'est l'opération de police. Il y a deux manières d'utiliser la force légitime. C'est la police, la guerre. C'est difficile, en réalité, pour Donald Trump de déclencher la guerre. Je le disais tout à l'heure, il ne fait pas non plus ce qu'il veut. Il faut au moins des autorisations internes. Pour le Congrès, oui. Oui, complètement. Donc, il transforme l'opération en opération de police. Ça, il peut. Pour police internationale. Donc, il n'a pas fait la guerre, il s'est pas attaqué au Venezuela, il s'est attaqué au cartel de Los Soles, le cartel des soleils, plus ou moins flou, plus ou moins bidon, et au Tren de Arhuaga, une autre organisation, là, pour le coup, de narcotrafic. Mais simplement, la police, il y a quand même des contraintes aussi dans le plan de la force. Dans la police, on ne flingue pas les criminels a priori, quand même. Et donc, on s'est dit, tiens, si on utilisait les méthodes de guerre, ce serait quand même plutôt pas mal. Alors comment on fait ? C'est très simple. Vous prenez le stempel terroriste et vous l'appliquez sur des organisations. Donc d'un seul coup, le cartel de Los Soles, le mystérieux cartel et les Tren de Arhuaga sont devenus terroristes. Et à partir on a inventé le concept de narcoterrorisme qui ne veut absolument rien dire. Et à partir de là, c'était feu vert. Vous pouvez faire une opération de police en faisant open bar, c'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'emploi de la force. On fait vous connaissez le film Sicario. Voilà. Oui, vous êtes grand spécialiste. Oui, non, mais c'est un super film, mais qui montre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il montre que effectivement, les Américains utilisent déjà des moyens militaires pour lutter contre les trafics de drogue, mais ils le faisaient clandestinement parce que c'est pas. Et là, il n'y a plus rien de. Et là, maintenant, c'est tout clandestin. Et donc, ce qui se passe au Mexique, c'est qu'il y a aussi les États. C'est un grand cartel, le cartel de Alanoa aussi, qui ont été classés terroristes. Donc ça, c'est le préalable à... ça veut dire que on peut déclencher, on peut frapper tous les criminels. Mais il faut voir toute la dérive que ça suppose. C'est-à-dire qu'on commence à taper sur les criminels internationaux en disant, ce sont des criminels, on a le droit de les frapper. Et puis ça se termine aussi sur le territoire national, ce genre de choses. Les États-Unis ont saisi aujourd'hui un autre pétrolier dans les Caraïbes. Il s'agit du 5e pétrolier avec une cargaison de pétrole Venezuela qui est sanctionnée bien évidemment. Il s'agit de l'Olina qui arborait d'ailleurs faussement le drapeau du Timor oriental et qui naviguait depuis le Venezuela. C'est donc le 5e navire ciblé depuis ces dernières semaines. Il appartient à la flotte fantôme du Venezuela. Ce navire, Lucas Manger. Il y avait aussi, il y a quelques semaines, un autre navire qui s'appelait le M. Sofia, qui avait également quitté le Venezuela avec le même genre de cargaison et qui a été saisi. Donc on est face à une recrudescence, là, alors on parlait des paroles de Donald Trump, mais il joint les actes à la parole. Ah oui, là, il joint les actes. Les actes au Venezuela et les actes vis-à-vis de cette flotte fantôme. Les actes en mer, en tout cas dans la zone Caraïbe, si on met à part, j'allais dire, un peu de côté, le navire russe interpellé. Oui, le Belawan, ça c'est un peu plus compliqué. Mais arrêtons-nous à celui d'aujourd'hui, l'Olina. Dans les Caraïbes, c'est sûr que chaque jour ou presque, les Américains appliquent cette doctrine qui est d'un embargo complet et total de tout ce qui peut venir ou arriver au Venezuela. C'est une manière de montrer qu'effectivement, ils joignent les actes à la parole, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils appliquent une règle désormais comme c'est exactement ce que disait Michel, c'est-à-dire c'est pas des actes de guerre, c'est des actes encadrés juridiquement. C'est-à-dire qu'après ça peut être contestable devant des tribunaux, mais Trump se fout des tribunaux complètement. C'est autre chose, c'est l'histoire d'avocats et ils verront ça après. Donc peut-être qu'un certain nombre de ces actions seront considérées comme illégales du point de vue du droit international, du droit de la mer, mais c'est un risque judiciaire qu'il prend qui va durer des années et peut-être au-delà de son mandat. En revanche, ce que ça montre aux Américains et au reste du monde, c'est, vous voyez bien ce que je vous ai dit, je
n'hésite pas à déployer des Coast Guard, des gardes-côtes, ou la marine américaine sur des bateaux pour faire respecter mon droit américain. Ce qu'effectivement, il y a eu des opérations en Europe contre les flottes fantômes russes, mais toujours à bas bruit, avec beaucoup moins de communication. Trump vit dans une émission de télé. Donc pour une émission de télé, il a besoin que ça se voit et que ce soit. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, mais c'est là, de ce point de vue-là, c'est assez efficace. Et tout à l'heure, la semaine dernière, évidemment, dans la foulée de l'opération militaire américaine ciblée réussie au Venezuela, eh bien Donald Trump insistait, je cite, et vous vous en souvenez, sur les milliards de dollars, dixit Trump, que les compagnies de pétrole américaines allaient dépenser au Venezuela. Eh bien aujourd'hui, ces compagnies ont été reçues à Washington par Donald Trump, et voici ce que Donald Trump a dit à propos du fait que il n'y a pas d'ailleurs que les compagnies pétrolières américaines qui vont pouvoir faire du business au Venezuela. La Chine en particulier, ils ont besoin de beaucoup de pétrole. La Russie pas autant, mais elle était là tout de même. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que la Chine voudrait faire des affaires là-bas en achetant du pétrole. Et je voudrais dire au président Xi et au président Poutine, mais surtout au président Xi parce qu'ils ont besoin de beaucoup de pétrole, que nous sommes ouverts au business aux États-Unis comme au Venezuela. Alexandre Melnik. C'est toujours le mot-clé, business, l'argent, etc., qui revient toujours dans tous les discours. C'est la priorité absolue. Parce que, d'ailleurs, il a accueilli à la Maison-Blanche, justement, les représentants des grandes pétrolières, de grandes compagnies pétrolières, avant de recevoir, d'ailleurs, la dernière prix Nobel de la paix. Alors, il l'a pas encore reçu, hein. Voilà, c'est censé être pour la semaine prochaine. Voilà, donc, et d'ailleurs, il orne plutôt sur son prix, il voudrait bien qu'elle lui remette son prix Nobel. Il privilégie toujours le business. Oui, il n'a qu'à lui acheter, vous avez raison. Peut-être lui acheter, il va peut-être lui proposer de l'acheter. Peut-être ça. Peut-être. Puisque tout est transactionnel. Vous avez raison, Michel Goya. Voilà. Et c'est toujours les transactions, c'est-à-dire la priorité numéro 1, et ce qu'il prouve encore, en disant d'ailleurs faussement que c'est pas forcément les compagnies américaines qui vont en bénéficier, mais il faut pas quand même oublier cette doctrine d'Onroe qu'il pratique, c'est-à-dire l'hémisphère occidental appartient aux Américains. Point. Oui, Christian Bacarian, c'est ça la nouveauté, c'est que la doctrine Monroe est devenue la doctrine d'Onroe, avec le prénom de Donald Trump. Et il en est très fier. Tout ce que nous avons évoqué ce soir peut être résumé à travers une grille de lecture assez simple et assez claire, c'est l'hubris. Cet homme est dans un effet de griserie. Il est grisé par l'opération Venezuela, c'est évident, d'où tout ce qu'on vient de dire sur le Mexique. Il est grisé et ça transpire dans l'interview qu'il a accordé au New York Times dont on parlait il y a quelques minutes, lorsqu'il devient lui-même sa propre source de moralité, qu'il propose d'ailleurs au reste du monde. Il est grisé par rapport à la question du Groenland, parce que qu'est-ce que c'est que le Danemark? Il a osé dire, tiens, la dernière nouvelle du Danemark, c'est qu'ils ont acheté un nouveau chien, un nouveau traîneau avec des chiens, et c'est la fameuse blague de l'avion qui fait s'esclaffer son pathétique entourage. Donc, il y a un côté complètement grisé. Il est grisé aussi quand il imite des handicapés. Il imite des handicapés. Oui, il l'a fait. Il imite des athlètes LGBT. Voilà, des athlètes il se moque de tout le monde, il se moque d'Emmanuel Macron, il se moque de beaucoup de monde. C'est effectivement sa façon de faire. Alors là, on a le mélange télé, vedette, homme de pouvoir, finance, argent. C'est quelque chose qui est d'un style absolument nouveau. Et maintenant, c'est plus tellement nouveau parce qu'on s'est habitué, mais malheureusement, ça nous réserve encore beaucoup de surprises. Mais Richard Verly, a-t-il raison finalement d'être dans l'hubris, puisque tout le monde, j'exagère un peu, mais beaucoup d'États prennent des pincettes pour lui parler, y compris les chefs d'entreprise de ces compagnies pétrolières. Tout le monde fait attention quand on parle à Donald Trump. Jusqu'au moment où ça échouera. Voilà. Parce qu'il y a un moment peut-être,
où la réalité se rebellera dans un pays donné, où ça deviendra beaucoup plus compliqué. C'est typiquement le Venezuela, ça aurait pu mal se passer. Et si ça s'était mal passé, ça se serait retourné contre lui. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans son entourage aujourd'hui, et l'ascension de Stephen Miller, qu'on a vu, l'un de ses secrétaires généraux adjoints de la Maison-Blanche, ce sont des gens qui disent à Trump, on a les élections de mi-mandat en novembre, on a la commémoration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis en juillet. Il faut absolument accélérer. La seule manière de remporter les midterms, parce qu'ils savent qu'ils sont en position difficile, c'est d'accélérer. Ils sont convaincus, au fond, que l'esbrouf, dans tous les sens, est leur meilleure carte. L'esbrouf et la puissance et la force sont leurs meilleures cartes pour remporter les élections de midterm et surtout pour avoir en juillet le grand spectacle. Rappelons-nous quand même que s'il veut le Groenland, c'est pour l'avoir comme trophée pour le 4 juillet 2026, pour le 250e anniversaire de l'indépendance. Alors, le Groenland, effectivement, c'est une possibilité de trophée avouez que ce serait pour pas mal. Donald Trump.